Donc merci beaucoup. Vous m'entendez même au fond? Ouais. Merci beaucoup aux personnes qui viennent de nous rejoindre pour assister à la conférence proposée par Christine Meyer et organisée par notre association Le Chemin de Laura. Je me permets de me représenter parce que pour les personnes qui viennent d'arriver, donc je m'appelle Marie-Isabelle Pesca-Blaise. J'ai créé cette association avec mon mari il y a quelques mois, 6 mois. Nous sommes les parents de 2 enfants, dont l'une, Laura, est âgée de 11 ans et porteuse d'un handicap intellectuel et moteur. Cette association, elle est à la fois l'aboutissement et la naissance d'une réflexion autour de l'instruction que l'on apporte à nos enfants différents. Il y a 1 an, nous nous sommes trouvés confrontés à l'arrêt de toute scolarité au sein de son établissement spécialisé. Alors qu'elle nous manifestait constamment son envie d'apprendre, nous sommes trouvés démunis. On ne voyait plus en elle que ses incapacités et son handicap. Et tous ses handicaps. Mais on a rebondi très vite. Et on s'est demandé comment nous pourrions aider notre fille à continuer à l'instruire. Nous avons eu la chance de rencontrer Christine et de participer à une session de formation qu'elle organise cet automne. Boostée par cet enseignement et avec l'accord de l'IME, avec les soutiens précieux de la maîtresse de classe, qui a toujours favorisé l'intégration de nos milieu ordinaire, avec tous les bénéfices que cela lui apporte, grâce aussi à d'autres rencontres, celle avec l'école des enfants malades, qui aide aussi à cette participation de Laura à l'école et à faire en sorte qu'elle se trouve aussi avec des enfants qui bien, en tout cas qui ne sont pas tout à fait comme elle. Et aussi, plus récemment, l'école Montessori dans l'Aube, qui nous aide beaucoup aussi en proposant d'autres outils et qui lui permettent et qui nous permettent aussi à progresser et à l'accompagner. Nous sommes aujourd'hui convaincus que tout enfant, à son rythme, avec le respect de ses différences, est en capacité d'apprendre et qu'il est important que nous puissions les accompagner avec des concepts, des outils, des pratiques innovantes et leur permettre de garder un lien constant avec le monde ordinaire. On vous remercie. Merci Marie-Isabelle. Un bel exemple de croyance et de ce qu'on peut faire avec sa fille. Donc on va voir un petit peu mieux comment est-ce qu'on peut développer les capacités des enfants, des adolescents, des adultes. Alors malheureusement je ne peux pas vous dévoiler tous mes trucs ce soir parce que si Marie-Isabelle vous dit qu'elle a fait une formation de 3 semaines, mais il faut bien 3 semaines pour apprendre toutes les techniques et toutes ces choses-là. Par contre je vais quand même... Ceux qui étaient déjà là à la session pratique ont déjà vu un petit peu comment est-ce qu'on pouvait exploiter une situation d'apprentissage. Jusqu'à présent, ils ont fait une feuille assez difficile, très difficile, pour se demander comment ils faisaient pour réfléchir. Donc on a vu ça en atelier pratique. Et donc là, on va voir un peu plus en théorie comment ça passe. Donc, je vais juste réexpliquer un petit peu, puisqu'en fait, il y a des personnes nouvelles, d'où vient le mot upbringing. Upbringing vient du mot up, qui signifie s'élever, brain, le cerveau, et ing, qui est un suffixe anglais, d'accord, qui signifie une action. Mais upbringing n'est pas une méthode anglaise. Okay, upbringing, comme son nom l'indique, c'est ce qui va permettre d'élever les capacités du cerveau, élever toutes les capacités de ce qu'on peut faire pour nos apprenants. Et c'est donc un condensé de beaucoup de méthodes, en fait. Vous allez comprendre pourquoi c'est beaucoup de méthodes, en fait, qui sont concentrées dans cette méthode-là. C'est en fait, si vous voulez comprendre l'upbringing, c'est du moment que ça fait progresser quelqu'un, c'est de l'upbringing. Voilà, c'est comme ça que je le conçois. Pourquoi est-ce qu'on peut faire progresser les personnes ? Alors, ceux qui étaient là avant ont su très bien répondre à savoir ce que c'était. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, qu'est-ce que ça représente ? Des neurones, tout à fait, des neurones. Et savez-vous combien on a de neurones ? Alors là, je réponds 100 milliards. Waouh, il y en a qui ont bien retenu. Bravo pour votre observation. 100 milliards de neurones. En fait, dans les neurones, on en a donc 100 milliards. Vous imaginez, 100 milliards, c'est autant que le nombre d'étoiles visibles dans le ciel. Ça pour donner un ordre d'idée. En plus, les neurones sont reliés entre eux par les synapses.
des synapses, il y a en moyenne 10 000 synapses par neurone. Donc si vous voulez calculer le nombre de connexions, c'est vraiment énorme, énorme, énorme. Okay, on ne peut pas l'imaginer. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des capacités illimitées. On est très très loin d'utiliser toutes les capacités de notre cerveau. Vraiment très loin. Donc, ça c'est ce qu'on avait vu. Donc le logo d'upbraining représente justement un neurone, parce que c'est ce qui... En fait, c'est marrant, parce que quand j'étais jeune, au lycée, on m'avait appris que les neurones, à partir de 18 ans, ils disparaissaient. C'était énorme. Et pour moi, c'était terrible quand j'ai entendu ça, parce que je me suis dit, à partir de 18 ans, je suis fichue. Et maintenant, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que, non, c'est pas vrai, elles disparaissent pas, on s'est aperçu même qu'elles pouvaient se régénérer, etc. Donc, ça veut dire que, non seulement on est loin d'utiliser les capacités de notre cerveau, mais ça veut dire que notre cerveau est extrêmement plastique, et que même s'il y a des lésions, on peut rattraper, on peut faire des choses. Même si ça ne fonctionne pas bien au départ, on peut le faire d'une autre manière. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très rassurant. Alors, qui je suis? Donc, je m'appelle Christine Mayer. Je suis Christine Mayer. Je suis maman de 5 enfants. Le 4e est né avec des problèmes autistiques très très sévères. Et d'autres handicaps encore associés, hein, surdité, et puis plein d'autres choses au niveau de motricité, dyspraxie, les 10, tout ce que vous voulez. Et ça a été fantastique parce qu'en fait, c'est ce qui m'a aidé à me remettre en cause, parce que j'étais professeure de mathématiques. Et alors, on croit que quand on est professeur, on sait enseigner, mais quand vous vous retrouvez face à un enfant qui a de telles difficultés, vous vous retrouvez vraiment complètement démuni. Donc, je me suis formée vraiment à beaucoup de méthodes pour pouvoir l'aider. Et puis, j'ai utilisé aussi mon cœur de maman, dans mon sens. Parce qu'une des meilleures choses que je pense qui a pu l'aider, c'est d'arriver à me mettre à sa place, de savoir qu'il était à ce niveau-là, et d'arriver à le faire aller à un niveau juste un petit peu au-dessus. Et à chaque fois, en montant comme ça, il est arrivé à progresser. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment fantastique, parce que ça a été une expérience formidable pour moi. Maintenant, mon fils a 23 ans. Et je suis vraiment très fière de lui. C'est vrai que j'ai 4 autres enfants qui ont un autre handicap parce qu'ils sont précoces. C'est encore une autre manière de fonctionner. Mais c'est ce fils-là qui a le plus progressé. Parce que quand je vois, moi j'ai un enfant qui ont fait des hautes études, mais quand je vois d'où il est parti et ce qu'il arrive à faire maintenant, je trouve que c'est vraiment fantastique. Donc je suis vraiment passionnée. Alors pourquoi je dis nous? Parce qu'en fait on est plusieurs. Évidemment mon mari s'est mis de la partie. Enfin je dis évidemment, j'ai eu la chance d'avoir un mari qui s'est mis de la partie. Parce que quand on est deux pour élever un enfant, c'est quand même plus facile. Surtout quand un enfant a des grosses difficultés comme ça. Mais nous, c'est beaucoup de personnes après qui se sont mis dans le réseau et qui travaillent donc justement avec les outils qu'on a utilisés, qu'on a fabriqués pour développer les capacités donc, des enfants, des adolescents et des adultes. Donc on est vraiment, actuellement, je crois que j'ai dû former 250 personnes en France pour l'instant. Donc voilà, le réseau s'élargit. Il y a même d'autres formatrices que moi maintenant. Donc j'espère que ça va encore s'agrandir. Parce qu'on a besoin, moi ce que je voudrais c'est faire passer le message, oui c'est possible de faire quelque chose. Vous allez comprendre tout de suite. Donc, dans Upbraining nous avons beaucoup d'activités. On a une activité, en fait il y a 4 pôles. Il y a un pôle production où vous avez vu par exemple avec la tablette, où on fabrique, là on a fabriqué un outil pour apprendre. Il y a beaucoup d'enfants ne savent pas écrire. Pourquoi ils ne savent pas écrire? Parce qu'ils n'ont pas les bases du graphisme. Donc ça c'est un outil inédit pour apprendre les bases du graphisme avec les verticales, les horizontales, les obliques, les ronds, enfin les différentes courbes de toutes sortes, les par ordre de difficulté. Vous avez même ici, après vous allez apprendre à écrire les chiffres. Mais en fait, ce qui est original là-dedans, c'est qu'en fait, au lieu d'écrire banalement avec une craie,
Vous pouvez très bien choisir d'écrire, par exemple, avec des coccinelles. D'accord? Donc le même chiffre ou la même lettre peut s'écrire de plein de manières à la fois. Et du coup, les enfants, ça leur fait vraiment parce que c'est ludique. Et ils font plusieurs fois la même chose, mais sans s'en rendre compte. Enfin, vous avez compris que j'aime beaucoup donner du sens à l'apprentissage. Et vous avez compris que j'ai envie que les personnes apprennent en s'amusant. Ça, c'est une des bases pour moi de l'apprentissage. Donc la production, on a aussi fait des histoires. Donc c'est pas des histoires comme les autres. Toupinette et la focalisation, c'est la focalisation pour ceux qui étaient là avant, c'est une des fonctions cognitives. Donc c'est une petite taupe qui n'a pas cette fonction cognitive et on voit tous les problèmes qu'elle a parce que justement elle ne sait pas se servir de ses sens pour prendre des informations. Et après un jour elle s'en rend compte et puis on voit tous les progrès qu'elle fait après. Donc c'est pour permettre aux enfants de prendre conscience de certaines choses dont ils ont besoin pour bien fonctionner. Et avec plein de petites questions qui sont en italique, qui sont pour les parents, pour justement leur apprendre à développer l'intelligence cognitive et émotionnelle aussi. Pour apprendre à être avec les autres. Là, c'est avec la méthode. Donc, une petite poule qui n'a aucune méthode. Quand elle lave, quand elle repasse, ou quand elle peint, elle fait les choses un peu n'importe comment, un peu par-ci, un peu par-là, et on voit tous les soucis qu'elle a. Donc, on s'amuse beaucoup. Vous avez compris. Donc, dans la production, alors on fait des outils aussi, des outils pour développer l'intelligence cognitive et l'intelligence émotionnelle, les deux volets. Il y a une partie conseil aussi, où on travaille avec des personnes pour leur donner des conseils, sur plusieurs plans. Les ateliers, où on travaille en direct avec des jeunes ou avec des enfants qui ont des difficultés. C'est bien beau de faire de la théorie, mais il faut savoir aussi mettre en pratique. Hein. Et puis des formations, évidemment, pour former plein de gens. Donc voilà, c'est un peu tout ce qu'on fait. Donc c'est vraiment très, très, très vaste. Et on est vraiment très occupés, mais moi je suis passionnée par ce que je fais. Parce que j'ai beaucoup de plaisir de voir après les personnes qui progressent et qui font des choses. Donc, on va arrêter là, parce que ça fait beaucoup. Alors, j'aimerais vous parler spécialement de Feuerstein un petit peu ce soir, parce que je vous ai dit que je me suis formée à beaucoup de méthodes, et Feuerstein a été une des choses qui m'ont le plus marqué dans tous les cursus que j'ai eus. Je ne sais pas s'il y en a qui est-ce qui connaît. Donc, Feuerstein était un psychologue roumain qui s'est occupé des enfants de la Shoah. Vous savez, en 1948, quand l'État d'Israël a été formé, il devait tester les enfants pour savoir dans quelle classe ils pouvaient aller. Et donc lui, il a fait ses tests habituels, il a travaillé avec Piaget, André, et avec les tests psychométriques traditionnels, les tests montraient que la plupart des enfants étaient déficients intellectuels, ce qui statistiquement n'était pas possible. Et là, il s'est dit, les tests ne sont pas valables. Les tests ne sont pas valables. C'était des enfants qui étaient choqués, martyrisés. Bon, avec ce qu'ils ont vécu, on peut le comprendre. Et donc, il s'est dit, mesurer l'intelligence, c'est pas comme ça qu'on doit voir. On doit voir comment est-ce qu'on peut mesurer le potentiel d'apprentissage. Et comment on peut aider les enfants à progresser. Et donc, il a mis au point une méthode pour mesurer, au départ, le potentiel d'apprentissage. C'est-à-dire, il a utilisé les tests psychométriques et il a mesuré plutôt la différence entre le avant, après son intervention, et puis le après. Et surtout, comment il faisait pour que les personnes puissent progresser. Et là, il a vu des choses fantastiques qui se passaient. Il s'est rendu compte qu'en fait, en observant les meilleurs pédagogues, qu'il y avait certains critères qui revenaient tout le temps. Il a remarqué certaines stratégies qui étaient importantes d'enseigner aux enfants. Et ça a été à l'origine donc de sa méthode, avec les critères de médiation qu'on va voir un petit peu tout à l'heure, et les fonctions cognitives que vous avez déjà vues pour ceux qui ont fait l'atelier pratique, il y a certaines fonctions cognitives. Et donc il a été très content après parce qu'il a eu un petit-fils qui avait une trisomie. Et donc il a pu mettre en pratique ce qu'il avait appris. Et une fois j'ai rencontré son père, le père de Ranan, qui m'a dit, il était à une réunion de parents, et
puis la maîtresse était en train de... Elle avait réuni tous les parents parce qu'il y avait des problèmes dans la classe. Elle s'est dit, oh, j'espère que c'est pas mon fils. Elle dit, oh, c'est trop dur dans la classe, c'est trop d'enfants dyslexiques. Elle parlait pas du tout du handicap de son fils. Donc, son fils, il a bien progressé maintenant. Il est en train de faire des études, mais je sais plus, là, ça fait quelques années que j'ai un peu perdu de vue. Mais bon, il a fait des études. C'était pas le niveau top, hein, mais il est allé à l'école ordinaire. Donc, il a fait des formations. Là, je crois que c'est en 2006. Formation, et il est décédé cette année. Au mois d'avril. Et donc, dans sa théorie, il a établi des postulats. Et quels sont ces postulats? C'est qu'il y a des choses qui ne doivent pas être des barrières. Alors, quelles sont les barrières qu'on pourrait mettre? L'âge, par exemple. Vous savez, il y a des bouquins, tout se joue avant 6 ans. C'est très, très dur pour les parents quand ils disent ça. Donc, l'âge, non, l'âge n'est pas une barrière, on peut progresser à tout âge. C'est vrai que quand on est âgé, on a pu vivre des expériences d'échecs qui peuvent être difficiles à vivre. Et donc, ça, c'est une barrière, les expériences d'échecs. Mais c'est pas l'âge en lui-même qui est une barrière. Parce que, quel que soit l'âge, on peut tous progresser. Vous pouvez apprendre, aller à l'université, prendre des cours, quel que soit l'âge qu'on a, on peut faire des choses. J'ai pas dit que des fois, c'est vrai que les jeunes enfants, ils apprennent plus vite que ceux qui sont un peu plus âgés. D'accord? Mais c'est juste une question d'entraînement. Donc l'âge n'est pas une barrière. Moi, j'avais des stagiaires dont leur fille avait plus de 40 ans. Ils sont venus pour l'aider à progresser. Eux, ils avaient déjà ce postulat en tête. Le diagnostic. J'aimerais juste faire la différence entre diagnostic et pronostic. On vous dit que votre enfant a, je sais pas, une trisomie, a une infirmité motrice cérébrale, ou un autisme. Ça, ce sont des diagnostics. Mais par contre, si on vous dit, donc, il ne pourra jamais aller à l'école ordinaire, donc il ne pourra pas apprendre à lire, donc il ne pourra pas marcher, donc il ne pourra pas apprendre à danser, il ne pourra pas skier, ça, ce sont des pronostics. Donc, c'est un bon conseil, restez-en au diagnostic, et dès que vous entendez des pronostics, surtout quand ils sont défavorables, laissez la personne parler, puisqu'en fait, c'est ce qu'elle a appris. Donc, ayez un peu pitié de cette personne, et vous savez, vous pouvez le transformer en défi si ça vous fait plaisir. Vous dites, ah, tu crois ça? Ben, je vais te montrer le contraire. Hein. Mais ne croyez pas tous les pronostics qu'on peut vous dire. Parce qu'en fait, les médecins, ils savent beaucoup de choses, mais ils ne savent pas tout. Et je crois que personne ne sait tout. Et la sévérité d'un handicap. La sévérité d'un handicap, il y en a qui disent, qu'est-ce que j'ai entendu l'autre fois? C'était une maman que j'avais rencontrée comme ça dans la rue. Elle parlait de son enfant qui avait une trisomie, mais une trisomie lourde. Je dis lourde, ah bon, pourquoi? Ah ouais, c'est ce que les médecins m'ont dit, parce qu'il est gravement atteint. Ah, il est gravement atteint, pourquoi? Il a 4 chromosomes au lieu de 3, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Ah non, il avait exactement la même chose que les autres. En fait, les médecins lui avaient tellement mis dans la tête que son fils était gravement handicapé, qu'elle était persuadée qu'elle ne pouvait rien faire avec lui. Du coup, il avait 7 ans, il était encore en poussette. Et elle n'utilisait pas du tout de moyens pour l'aider à progresser. Donc effectivement, si vous croyez qu'un enfant ne peut pas progresser, vous n'allez rien faire avec lui et ça va se conformer à la prédiction. Hein. Donc la sévérité d'un handicap, ça ne veut rien dire du tout. Alors même, il y en a qui parlent dans le spectre autistique, hein, qu'il y a l'autisme léger, l'autisme lourd. C'est vrai qu'il y en a qui on voit plus de difficultés que d'autres, mais ce ne sont pas des barrières. Quand ce ne sont pas des barrières. Quelle que soit la sévérité, on peut faire quelque chose. Pourquoi? Vous avez vu ici ce concept très important dans la théorie de Feuerstein, qui est la modifiabilité. Alors si vous êtes des puristes du français, modifiabilité n'existe pas dans le dictionnaire, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que les personnes peuvent se modifier, peuvent changer, peuvent progresser. Et ça c'est vraiment le fondement de la théorie, parce qu'on le croit profondément. Et on le croit tellement fort qu'on ne va pas mettre d'étiquette. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que les étiquettes? Les étiquettes, c'est par exemple, oh, il est insupportable. Étiquette sur le front, il est insupportable. Et du coup, si j'ai l'étiquette sur le front, si on me considère comme insupportable,
et ben je vais continuer à faire en sorte que les autres ne peuvent pas me supporter, puisque je suis comme ça. Qu'est-ce que c'est les étiquettes encore? Les étiquettes, il est autiste. Il y en a qui m'ont dit, pourquoi tu ne dis pas il est autiste? Parce que mon fils a des problèmes autistiques, je lui dis qu'il a des problèmes autistiques. Ah, ça veut dire qu'il n'est pas beaucoup atteint? Si, il était très gravement atteint quand il était petit. Mais pourquoi je ne dis pas il est autiste? Parce que il est autiste, ça veut dire que c'est comme si c'était son nom. Ok? Et du coup, ça l'empêche de changer. Moi, je suis Christine. Mon prénom, c'est Christine. Je vais l'avoir toute ma vie. Ça, je veux bien. Mais qu'on ne me mette pas d'étiquette, je sais pas moi, extraverti, ou quelles que soient les étiquettes qu'on peut mettre, les étiquettes quand on utilise le verbe être, ça va nous coller la peau. Et ça va empêcher le changement. Donc si j'ai une chose, vraiment, si j'ai un seul message à faire passer ce soir, s'il y a une chose que vous pouvez retenir, c'est enlever les étiquettes. Donc pour cela, enlever le verbe être. C'est quelque chose qui va vraiment changer les choses. Des fois, même des gens bien intentionnés, hein. Vous avez la petite fille qui connaît pas la personne, elle se cache derrière la maman ou le papa. Ah oui, elle est timide. Ah, on va pas l'aider, cette fille. On va lui mettre l'étiquette timide. On peut dire simplement, elle a peur parce qu'elle vous connaît pas, pour l'instant. Mais bientôt, quand elle vous connaîtra, ça ira mieux. Mais si je lui mets l'étiquette, elle est timide, elle va pas pouvoir me changer. Donc ça, c'est très important aussi au niveau du handicap. Même des fois, ça vous est jamais arrivé de dire « Oh, je suis nulle !» Hein? Et qu'est-ce qu'on fait quand on se met des étiquettes? On se programme. Donc faites attention aux programmations que vous pouvez mettre aux enfants. C'est très important. Et ne laissez pas non plus d'autres personnes leur mettre des étiquettes. Okay? En France, je sais qu'on aime bien catégoriser, mais c'est très très dangereux. Alors on va voir un petit peu comment bien l'enseigner, si vous voulez bien. Quelle est la bonne manière d'enseigner? Alors je vais vous en montrer 3, et vous allez me dire quelle est la meilleure. Première manière, expérience-réponse, ou stimulus-réponse. Tu fais quelque chose de bien, je te donne une récompense. Tu fais quelque chose de pas bien, punition. Action, réaction. Vous avez vu ça dans les choristes? Vous connaissez les expériences de Pavlov avec le chien, d'accord? Il suffisait qu'il agite la clochette et puis le chien salivait. Ok? Ça c'est la méthode aussi du dressage. Si tu veux, pour le dauphin, si tu veux manger, tu sautes jusque là. Hein. Si tu sautes jusque là, je te donne le poisson. Si tu sautes pas jusque là, tu n'auras rien du tout. Donc action, réaction, stimulus, réponse. C'est une méthode comportementaliste avec des récompenses, quelquefois des punitions. Vous allez me dire après ce que vous en pensez. Piaget, lui, il a inclus l'apprenant. Il a mis l'apprenant au centre des apprentissages. Parce que l'apprenant, c'est celui qui est le plus important. Piaget l'appelait l'organisme, parce que Piaget est aussi un biologiste. Il a mis l'apprenant au centre des apprentissages en se disant, mais c'est lui qui doit choisir ses expériences et qui après doit pouvoir donner des réponses. Oui, c'est superbe ça. Donc, de pouvoir choisir ses expériences, de pouvoir donner ses réponses, c'est magnifique. Mais ça marche pas chez les enfants. Ça marche à peu près, Feuerstein l'a estimé pour 30% des enfants, qui peuvent apprendre tout seuls. On leur donne par exemple du bon matériel. On parlait de Montessori par exemple, qui a un excellent matériel. Vous avez des enfants, vous leur donnez du bon matériel, ils vont apprendre des tas de choses avec ça. Et puis d'autres enfants, ils vont rien en faire. Donc ça ne suffit pas que l'apprenant soit juste au centre des apprentissages comme ça. Alors Feuerstein, lui, il a inclus une personne, un être humain. Alors là, je l'appelle le Brenner. Vous pouvez mettre un H comme être humain. Ce qui est important, c'est que ce soit une personne. Pas la télévision, pas un bouquin. Une personne. Qui se trouve entre l'expérience et l'apprenant et la réponse. On va le voir de quelle manière. Pourquoi est-ce qu'il s'est dit qu'il y a besoin d'intervention de l'être humain? Parce qu'il avait demandé à des enfants de dessiner, il avait pris une bouteille, comme ça, qu'il avait penché, et il avait demandé aux enfants de dessiner le niveau d'eau de la bouteille. Vous savez ce que les enfants vont dessiner?
Comme ça. Pourtant, tous ces enfants-là avaient fait l'expérience de boire à la bouteille. Vous avez peut-être même déjà vu le niveau de l'eau. Vous avez vu que le niveau de l'eau était parallèle à la table. Donc vous voyez que l'expérience ne suffit pas toujours pour apprendre quelque chose. Il y a besoin d'un être humain qui va leur faire prendre conscience de ce qui se passe pour le niveau de l'eau. Vous avez déjà été dans certains musées, je sais pas, pensez à la Cité des Sciences à Paris par exemple, c'est vraiment excellent pour apprendre des choses. Vous avez des enfants qui vont pianoter partout, qui vont appuyer sur tous les boutons, ils apprennent rien. Parce qu'ils n'ont pas quelqu'un qui les accompagne et qui leur fait prendre conscience de ce qui se passe. Même vous, quand vous allez dans un musée, si vous avez quelqu'un qui s'y connaît, vous allez apprendre beaucoup plus que si vous découvrez par vous-même. Donc on arrive au schéma. On a bien sûr notre apprenant, l'expérience, la réponse, mais nous, on va se mettre là. On va se mettre là, en amont et en aval. Alors on va d'abord voir en amont. En amont, pourquoi? Vous voyez qu'il y a des flèches dans un sens, dans l'autre. Parce qu'en fait, on va pouvoir peut-être choisir l'expérience. Choisir l'expérience pour notre apprenant. Choisir peut-être une partie de l'expérience pour notre apprenant, pour qu'il découvre quelque chose. Et il y a toujours une partie qui va aller directement à l'apprenant, mais peut-être qu'il va lui faire prendre quelque chose, conscience de quelque chose, et ça va être filtré par lui. Par exemple, est-ce que vous aviez vu que vous aviez plein de parallèles au-dessus de votre tête? Il y a certains qui les ont vus et d'autres pas. Des fois, on a besoin de certaines personnes d'une personne pour faire prendre conscience, et les hexagones. Vous avez vu les beaux hexagones que vous avez de côté? Pour prendre conscience du monde qui les entoure et de certaines choses. Donc voilà, on a un rôle à jouer pour choisir quelque chose de spécifique dans notre expérience qui va pouvoir aider l'apprenant. Et une fois que l'apprenant aura donné une réponse, il va peut-être donner une réponse directement. Quelquefois, surtout je travaille avec des enfants qui ont des problèmes autistiques assez sévères, qui sont donc sans langage, et quelquefois c'est juste avec les yeux ou avec les mains et de choisir des petites cartes ou autre chose qu'on arrive à communiquer, mais je vais verbaliser. Et donc, leur manière de parler, je vais la filtrer et je vais pouvoir donner une réponse. Ok ? Donc la réponse peut être donnée directement, mais elle peut aussi passer par la personne humaine. Et regardez, vous avez vu les flèches? Elles vont pas seulement dans un sens. Elles vont aussi aller dans l'autre. Elles vont aussi aller dans l'autre, parce qu'en fait, nous, on ne se contente pas de la réponse. C'est ce qu'on a vu dans l'atelier pratique avant. Nous, on va travailler sur les processus. Donc, quand l'enfant va donner une réponse, qu'elle soit correcte ou pas, on va demander comment tu as fait pour y arriver. Ou s'il ne peut pas parler, on va travailler avec des fonctions cognitives, on va lui faire prendre conscience des stratégies qu'il utilise. Au début, peut-être des stratégies toutes simples. On a vu des stratégies assez élaborées à la séance de 6 à 7, mais au début, on va faire prendre conscience des choses toutes simples. Mais on va lui faire prendre conscience des stratégies qu'il utilise. Simplement d'utiliser, par exemple, ses yeux, de regarder. C'est la première stratégie à avoir. De se demander, par exemple, qu'est-ce que je dois faire. Ok? Donc, on ne se contente pas de la réponse, on va la renvoyer. Parce qu'en fait, la réponse, on s'en fiche. La réponse, c'est du contenu. On s'en fiche. Ce qui nous est important pour nous, c'est le processus. Comment on a fait pour y arriver? Ou comment on a fait pour ne pas y arriver? Ce qui revient au même. De toute manière, dans les deux cas, on va apprendre quelque chose. Que la réponse soit correcte ou pas, dans les deux cas, on va apprendre. On apprend plus avec des réponses qui ne sont pas correctes. Ça va? Donc ça fait une grosse différence. Travailler sur le processus. Et donc notre but justement, regardez bien le U, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé où le U? Sur l'apprenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'apprenant est capable de faire le travail qu'on faisait avec lui avant. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Mon fils, par exemple, il avait des gros problèmes. On pouvait très bien lui demander quelque chose. Il ne comprenait pas que c'était une question et qu'il s'agissait d'y répondre. Et c'est ce qu'on appelle la problématisation. Alors, au début, je lui disais à chaque fois, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Après, j'avais une petite carte où c'était écrit.
je lui montrais la carte. Après, je lui montrais juste le petit logo. Et puis à la fin, il y avait un exercice, et bon, qu'est-ce que je vais faire? Et là, j'ai vu que c'était gagné. Ok, pour ça, en tout cas. Donc, c'est vraiment, ça c'est notre but. Et vous reconnaissez ce schéma? C'est celui de Piaget, d'accord, qui marche à peu près avec 30% des enfants. Alors là, vous avez vu 3 manières d'enseigner. Alors, laquelle est la bonne d'après vous? Enfin, laquelle j'utilise en tout cas? La dernière, effectivement. Oui? Mais c'est quand il y a un seul apprenant. Non, ça peut être un groupe d'apprenants. Ah, mais c'est pareil. Un groupe jusqu'à combien? Alors, un groupe jusqu'à combien? C'est très intéressant. Parce que, vous avez vu, là, on était combien? Cet après-midi, on était une trentaine. Hein, c'est ça, Marie-Isabelle? 35. Voilà. Alors, tout dépend avec quelles sont 35 personnes qui fonctionnent bien. Moi, ça me dérange pas. Okay. Par contre, si j'ai des personnes qui sont en très grande difficulté, des fois, je suis obligée de travailler seule à seule. Sinon, le groupe optimal, pour moi, c'est entre 6 et 10. Voilà. Avis au ministre de l'Éducation nationale. Donc, tout dépend de l'hétérogénéité du groupe. Quand il y a un groupe qui est vraiment très hétérogène, si vous avez 30, moi je tire toujours mon chapeau aux maîtresses de maternelle qui ont 30 gamins avec des difficultés mais vraiment énormes et qui arrivent à gérer ça. Je trouve que c'est en maternelle qu'on devrait arriver là à traiter les difficultés, d'accord, et on ne le fait pas assez parce qu'il y a trop d'enfants dans la classe. Maintenant, après, vous avez certains enseignants qu'ils aient 6 élèves ou qu'ils en aient 30, ils vont enseigner de la même manière. D'accord? Donc, ça change rien. Pour eux, en tout cas. Hein. Moi, je peux vous assurer que quand, une fois, j'avais une classe avec 12 élèves, mais qu'est-ce qu'ils ont progressé, quoi? Parce que je pouvais faire des choses avec ces élèves que je ne pouvais pas faire avec une classe de 36. Ça, c'est sûr. Mais après, c'est à nous d'adapter, donc, suivant les choses. Donc, vous avez compris qu'en fait, c'est une sorte de triangle. Vous avez l'élève et l'expérience. Dans la situation traditionnelle, voilà comment ça se passe. Et puis, nous, on va se mettre là. Mais le but, c'est qu'on s'élève de plus en plus pour s'éloigner le plus possible, pour que la personne devienne de plus en plus autonome. Ça, c'est notre but. Et donc, on va travailler par ce qu'on appelle la médiation au sens Feuerstein avec les personnes. Donc, on a la médiation, on va le voir un petit peu. On a vu un des critères de médiation, c'est la transcendance, comme on fait là. Il y a une autre partie de la théorie qui s'appelle la carte cognitive, c'est-à-dire comment est-ce que je peux analyser une expérience, un devoir ou autre chose, pour savoir pour pouvoir prévenir les difficultés éventuelles et pour les pallier. Et l'élève va mobiliser des fonctions cognitives donc dans son expérience. Donc ça, on en avait vu aussi quelques-unes il y a 2 heures. Donc ça, c'est trois piliers donc, dans la théorie. Alors ça, ce sont des critères de médiation, il y en a 12. On ne va pas tous les regarder en détail, hein, parce que c'est assez compliqué. Mais ça, c'est les critères, comment devenir un bon pédagogue. C'est justement en connaissant ces critères et surtout en les appliquant. Les fonctions cognitives, on en a vu aussi. Pour bien comprendre les fonctions cognitives, aussi imaginez une maison. Par quoi on commence quand on construit une maison? Les fondations, tout à fait. Et en fait, un raisonnement, il s'appuie sur des fonctions cognitives. C'est pour cela que vous avez certains enfants qui n'arrivent pas à apprendre à lire. Parce qu'il y a certaines fonctions cognitives qui ne sont pas en place. Et que si on met en place ces fonctions cognitives, après les choses s'accélèrent et ça va très très vite. Cette année, j'ai suivi un enfant qui avait 5 ans et demi, quand il est devenu enfant, vraiment d'énormes difficultés à l'école, il était même déscolarisé. Et on a travaillé sur les fonctions cognitives, donc avec les outils. Et puis, on continue de travailler avec les outils, mais du coup, j'ai commencé la lecture, mais alors, il est allé à une vitesse incroyable. Maintenant, il sait lire plein de petits mots, on regarde les petits mots, même les diphtongues avec les OU, les ON, etc.
Parce que les choses se sont bien mises en place, et donc du coup on a pu construire. Mais sinon, si on construit sur du sable, ben, ça s'écroule, ça peut pas tenir. Donc pareil au niveau du calcul. Il y a besoin d'avoir vraiment des choses de base avant de pouvoir comprendre. On peut comprendre ça aussi avec une voiture en panne. Vous faites quoi avec une voiture en panne? Vous la jetez, bien sûr. Vous en achetez une nouvelle. Ok? Bon, une voiture en panne, on va chercher ce qui ne fonctionne pas et puis on va réparer. Avec les jeunes en difficulté, c'est pareil. On va chercher ce qui ne fonctionne pas et on va le réparer. Ça, c'est notre manière de faire. Et donc, on va travailler sur les 3 parties du raisonnement. La première partie qui s'appelle l'input, c'est-à-dire on prend les informations. Prendre les informations, c'est un petit peu comme, regardez le montage que vous avez ici. Vous avez l'ordinateur qui donne les informations au vidéoprojecteur. Qu'est-ce qui se passe après avec le vidéoprojecteur? Il va élaborer ces informations, ces petits bits d'informations, il va les transformer en lumière, en pixels, et après, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'il les a traités, hop, il les sort. Il les sort, c'est ce qu'on appelle l'output. Okay, où il va exprimer le résultat. C'est ce que vous voyez ici. Donc, dans un raisonnement simple, on est toujours là à prendre des informations, à les traiter et ensuite à sortir un résultat. Vous voyez qu'à l'école, beaucoup d'enfants à l'école, des enfants ordinaires ont souvent beaucoup de difficultés simplement parce qu'ils ne lisent pas bien l'énoncé. Ils ne savent pas bien prendre l'information. Vous voyez cette importance. Et c'est là où, quand nous on travaille avec des personnes en difficulté, on cherche aussi où se trouvent principalement les problèmes. Est-ce que c'est plutôt dans la prise d'information? Est-ce que c'est dans le traitement? Ou alors c'est dans l'expression du résultat? Prenez par exemple un enfant qui ne parle pas. On pourrait croire qu'il ne sait rien parce qu'il ne va pas donner de résultat. Et après, il suffit qu'on lui donne d'autres moyens d'expression et on voit qu'il y a des tas de choses derrière. Et malheureusement, beaucoup de tests utilisent l'output et croient que l'enfant a des gros problèmes alors que c'est juste au niveau de l'output qu'il y a des difficultés. Donc il y a beaucoup de fonctions cognitives. Feuerstein avait fait toute une liste assez importante. Voilà. Moi, j'ai travaillé avec les fonctions cognitives d'une autre manière, c'est la liste de Feuerstein. J'ai travaillé avec, en les mettant, Feuerstein était psychologue, donc lui cherchait les déficiences. Moi, je suis plutôt positive. Donc, mon travail avec mon mari, on a rendu les fonctions cognitives de manière positive, pour leur donner un nom positif. Après, notre travail suivant a été de leur donner un seul nom, comme vous avez pu voir tout à l'heure. Et dernièrement, mon travail a été de les transformer avec des signes. Parce que, je ne sais pas si vous parlez avec le langage des signes, mais il y a beaucoup d'enfants qui... de toute façon, même des enfants qui communiquent comme ça, regardez à l'école maternelle, quand on apprend les chansons, on fait les signes en même temps. Donc le fait de faire des signes, ça permet de mieux retenir les fonctions cognitives aussi. Donc ça sert pour tout le monde. Donc, et puis aussi de mettre des images aussi. Vous avez vu des petites images. Parce que comme au début, quand je travaillais avec des jeunes, c'était des enfants qui étaient, ils avaient 14-15 ans, ils étaient non lecteurs. Donc j'avais envie qu'ils puissent reconnaître les fonctions cognitives avec des petites images. Donc je vais créer des images, des petits symboles pour pouvoir les reconnaître. Voilà, ça c'est l'ajout que j'ai fait par rapport à la théorie de Feuerstein, en ajoutant encore pas mal de choses. Donc Feuerstein est une partie de ce que j'enseigne dans les formations, mais j'ajoute encore beaucoup de choses, par exemple comme les intelligences multiples de Gardner, si vous connaissez. Donc, qui pour moi sont importants de travailler sur toutes les intelligences. Mais toujours avec les critères de médiation et les fonctions cognitives. Donc, on va travailler les fonctions cognitives, alors qu'elles soient émergentes quand l'enfant est très jeune ou déficientes, et puis on va les développer, on va les renforcer, on va les réparer. Donc ça c'est le travail avec des outils de remédiation. Donc, si je résume, comment est-ce qu'on va développer les capacités intellectuelles? On va développer les fonctions cognitives. Comment est-ce qu'on va développer les fonctions cognitives avec une bonne pédagogie? C'est-à-dire qu'on va permettre aux apprenants de prendre conscience des fonctions cognitives qu'ils utilisent. Donc,
pour ceux qui étaient là à l'atelier pratique, je vous en ai montré pas mal, à savoir que dans une séance normale, je montre juste trois fonctions cognitives, pas plus. Là, je vous en ai montré beaucoup pour vous faire découvrir un petit peu toutes les fonctions cognitives. Et une fois qu'on travaille là-dessus, qu'est-ce qui se passe? On va travailler sur le développement de l'expression. On va apprendre aux personnes à s'exprimer. Alors évidemment, vous pouvez dire qu'il y a des enfants qui peuvent parler par signes, par exemple. Si vous parlez ou par les images, la méthode PEX, Makaton, par exemple. Oui, mais ne pas rester à ça. D'accord? Le PEX, c'est génial, le Makaton, c'est génial, mais ne restez pas au niveau des images, des pictos ou des signes. Il s'agit aussi de leur apprendre à parler. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société où si vous parlez en langage des signes, votre boulanger va sûrement pas comprendre. Donc, important aussi d'apprendre à s'exprimer. On va travailler sur les stratégies. Donc, quelles sont les stratégies qu'on a utilisées pour pouvoir les réinvestir après ailleurs? Et on va travailler aussi sur la métacognition. Alors, la métacognition, c'est faire réfléchir la personne sur sa manière de réfléchir. Comment elle a fait pour y arriver? Ça, c'est un travail très intra. On va amener peu à peu l'apprenant à se rendre compte lui-même, pour qu'il se rende compte de ce qui se passe chez lui. Ça, c'est ce qui va lui donner une motivation intrinsèque. Quand il va prendre conscience des stratégies. Ça veut dire quoi une motivation intrinsèque par rapport à extrinsèque? Elle vient de lui, pas Elle vient de lui, pas d'extérieur. D'accord? Ce serait l'opposition, c'est la motivation extrinsèque. Ah bah t'as bien réussi, là, t'as tout juste, tiens, je te donne un bonbon. Ok? Ça, c'est une motivation extrinsèque. Mais là, le plaisir de réussir, et réussir, c'est quoi? Réussir, dans notre manière de voir, c'est pas d'arriver au résultat, c'est de prendre conscience de comment j'ai fait pour y arriver. Vous voyez la différence? Et quand on prend conscience de ce qu'il fait, comment on fait pour y arriver, on est dans une autre démarche. Et du coup, on a beaucoup de plaisir. Parce qu'on sait qu'on est là en train d'apprendre. Et j'apprends, et donc j'ai du plaisir à apprendre. Et c'est ce plaisir, quand vous avez du plaisir, vous avez envie d'en refaire. Et c'est ce qui donne une motivation intrinsèque. On a vu aussi dans l'atelier la vérification personnelle. On assiste beaucoup pour que les personnes arrivent à comprendre, savoir comment elles ont fait pour vérifier, trouver des stratégies pour qu'elles puissent savoir si c'est correct ou pas. On ne dit pas à l'enfant, ouais, bravo, c'est juste. Alors, qu'est-ce que t'en penses? T'es content? Oh bah, si t'es content, bah moi je suis content aussi. Et pourquoi t'es content? Ah bah oui, parce que tu as comparé et tu as su que c'était la même chose, et donc maintenant, je l'explicite, même si l'enfant ne sait pas pareil. Okay? Pour qu'il prenne conscience qu'il peut vérifier par lui-même. Et donc, du coup, on va augmenter l'estime de soi et son sentiment de compétence. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Regardez, on a commencé à parler des fonctions cognitives. Les fonctions cognitives, c'est quoi? C'est de l'intelligence cognitive. Et là, on arrive à quoi? L'intelligence émotionnelle. Donc, vous voyez qu'on peut très bien partir du cognitif pour augmenter l'intelligence émotionnelle. En fait, on va travailler sur les deux côtés à la fois. Parce que beaucoup de personnes sont en échec simplement parce qu'elles croient qu'elles ne peuvent pas y arriver. Donc c'est absolument important. Pourquoi elles croient qu'elles ne peuvent pas y arriver? Parce qu'on leur a peut-être mis l'étiquette un jour, tu es incapable. Ok? Donc, l'estime de soi, on va la travailler constamment donc, dans notre manière de faire. Et qu'est-ce que ça permet d'avoir? Plus d'autonomie, évidemment. Notre but, c'est que la personne devienne autonome. Alors, je ne peux pas vous promettre que ça arrive du jour au lendemain. Ce serait trop facile. Ça met des fois beaucoup de temps. Ça dépend des personnes. Il y a des fois qui me demandent, oui, en combien de temps je peux guérir mon enfant? On ne peut pas savoir. Tout dépend du rythme avec lequel vous travaillez avec l'enfant, de comment il réagit. Il n'y a pas de règles. Je ne suis pas une marchande de miracles. D'accord? Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il progresse, et on voit les progrès. C'est surtout les personnes extérieures qui voient les progrès.
Parce que souvent, quand on est dedans, on voit l'enfant tous les jours, on a du mal à voir les progrès. Et après, des personnes qui ne voient pas l'enfant régulièrement, disent « Waouh, il arrive à faire ça, alors qu'il n'arrive pas à le faire. » Donc, comment est-ce qu'on travaille? On travaille avec plein de choses. Alors, j'ai fait une formation le mois dernier sur la vie de tous les jours. Comment est-ce qu'on peut utiliser la vie de tous les jours pour faire progresser son enfant? Donc ça, cette formation sera bientôt en ligne, je pense d'ici le mois de juillet, elle sera en ligne si vous êtes intéressés. Donc c'est pour avoir, c'est toujours la théorie, mais appliquée à la vie de tous les jours. C'est-à-dire la toilette, le repas, la promenade, la préparation du repas, l'habillement, toutes ces choses qu'on fait quotidiennement avec notre enfant, comment est-ce qu'on peut les utiliser pour que ça devienne profitable et que ça développe ses capacités. Parce que c'est quelque chose, souvent, quand on est parent, on n'a pas beaucoup de temps, mais il s'agit d'utiliser le temps qu'on a avec l'enfant d'une bonne manière. Bon, après, on est un peu déformé, hein. Je vous avouerai, le fameux film a sorti, on était allés voir un film ensemble, et puis, évidemment, je trouvais des principes qu'il y avait dans le film, comme on pouvait les exploiter dans la vie de tous les jours. Elle dit, maman, tu peux pas regarder un film juste pour le film? Oui, c'est sûr. Alors, bon, on est déformés, mais c'est quelque chose qui est vraiment fantastique. C'était pas un reproche. Donc, il y a des outils. Alors, en fait, je vous ai dit, il y a la vie de tous les jours, et il y a des outils. Alors, il y a des outils, là, il y a un arbre. Il y a des outils de base qu'on utilise avec des enfants ou des personnes qui sont très en difficulté. C'est ce qu'on appelle les outils upbringing. Et il y a des outils plus difficiles. Ceux qui étaient là à 6 heures, on fait un outil donc organisé plus, qui est un outil donc de upbringing plus, donc un outil de plus haut niveau. Donc ça, c'est des outils qu'on utilise avec des enfants ou des personnes très en difficulté. Et après les autres vont venir. Donc vous avez utilisé Organiser Plus. Donc en plus, je vous ai donné la page 14, donc vous n'avez même pas eu toutes les pages avant pour vous préparer et pour établir des stratégies. Alors bravo, parce que vous en avez tous bien tiré. Je n'ai vu personne qui s'est enfui en courant. Vous avez tous compris les stratégies, les appliquer. C'était vraiment fantastique. Et donc voilà, ça c'est plusieurs outils qu'il y a. Vous voyez qu'en fait, il y a des outils. Là, ce sont des outils d'intelligence cognitive. Je vous ai dit qu'en fait, même quand on travaille le cognitif, on va travailler l'émotionnel aussi. Vous avez un outil organisé qui est un petit peu ce que vous avez fait à 6 heures, mais à un niveau plus facile, donc pour des enfants en difficulté. Cet outil organisé, il existe aussi sur tablette, parce que beaucoup d'enfants n'ont pas la motricité pour relier 2 points. Donc avec la tablette, c'est quelque chose qui est vraiment... Enfin, je trouve que la tablette est vraiment un support vraiment très, très chouette, parce que c'est ludique, et les enfants ils aiment beaucoup. On peut faire des choses sur tablette qu'on n'a pas forcément avec le papier. Donc j'aime bien utiliser les deux. Donc ça, c'est un outil fantastique parce qu'il développe beaucoup de fonctions cognitives. Conceptualiser, c'est un outil pour leur apprendre les concepts. Vous savez, la taille, la forme, la couleur, tous ces mots-là, c'est des mots d'un niveau abstrait, donc beaucoup plus difficile. Beaucoup d'enfants comprennent, je sais pas moi, entre 2 choses, ben c'est pas pareil parce que celui-là, ça c'est noir et ça c'est vert. Ok? Mais quand les enfants arrivent à dire ils sont pas pareils parce qu'ils n'ont pas la même couleur, ça montre un niveau beaucoup plus élevé dans l'abstraction. Donc c'est un outil qui permet de leur apprendre, d'aller un peu plus haut dans l'abstraction pour leur apprendre les concepts. Lire, comprendre et rédiger, c'est pas un outil pour apprendre à lire, enfin à déchiffrer, parce qu'il y a beaucoup de bonnes méthodes pour apprendre à lire. Je considère, c'est là qu'il y a des conseils, je peux vous en donner. Donc comme il y a des bonnes méthodes pour apprendre à lire, c'est pas mon but. Par contre, beaucoup d'enfants savent déchiffrer, il y en a même au collège qui savent très bien déchiffrer, et qui sont incapables de comprendre ce qu'ils lisent. Donc ça, c'est un outil pour apprendre à comprendre ce qu'on est en train de lire, et pour apprendre aussi à faire des phrases. Et à créer même des petites histoires. L'outil compter, on va le voir un peu plus tard, je vais vous montrer. L'outil transporter, c'est pour apprendre à transporter visuellement.
Catégoriser, c'est un outil, comme son nom l'indique, pour apprendre à faire des catégories. S'orienter, un outil pour apprendre l'orientation spatiale, vraiment de base, mais ça apprend aussi pas seulement l'orientation spatiale, ça apprend beaucoup d'autres choses. Un outil connecté, c'est pour apprendre à faire des connexions entre les choses. Un outil comparé, c'est pour apprendre, comme son nom l'indique, à comparer. Intérioriser, pour apprendre à se faire des images mentales dans la tête. Et après, vous avez 3 outils ici, qui sont des outils d'intelligence émotionnelle. L'un, reconnaître ses émotions, pour que les enfants comprennent les émotions de base qu'ils peuvent ressentir, avoir la notion d'intensité de l'émotion aussi, comprendre les contextes qui peuvent générer telle ou telle émotion, pour travailler dessus. L'empathie, donc ça c'est pour voir quand les autres ont une émotion, ont un problème, comment est-ce que je peux faire pour aider. Et gérer les conflits, là c'est un outil pour la communication qu'on peut utiliser déjà avec les jeunes enfants. Pour leur apprendre des choses de base sur la communication et sur les conflits, quand il y a des choses qui ne vont pas, comment est-ce que je peux les gérer. Et vous avez ces outils-là en haut, donc comptez, vous avez organisé plus que vous avez pu. Vous avez un outil qui est un peu comme compter ici, dont je vais parler après, pour apprendre la notion du nombre, parce que c'est pas parce qu'on est adulte qu'on a la notion du nombre, qu'on est jeune. Moi, j'ai travaillé avec des jeunes qui avaient vraiment des gros soucis au niveau du calcul, parce qu'ils n'avaient pas compris ce que c'était que le nombre. Je veux dire, cet outil-là n'était pas trop adapté, parce que c'est des outils avec des petits animaux, des petits nounours, etc. Quand si vous travaillez avec des jeunes de 15 ans, il s'agit d'être des choses un peu plus à leur niveau. Voilà, donc mais c'est le même principe. S'orienter plus, alors ça c'est un outil aussi d'orientation spatiale, mais beaucoup plus difficile à un niveau plus haut, parce que ça suppose de savoir que si la personne est en face de moi, où est sa droite, où est sa gauche, etc. Ok, pas seulement par rapport à moi. Donc aussi comparer plus aussi, analyser et synthétiser plus, on va voir, catégoriser plus, mais c'est un niveau beaucoup plus haut que celui-là. Se repérer plus aussi, c'est un niveau assez haut au niveau du repérage. Interpréter plus, il est sympa parce que c'est des images, je vais vous le montrer. Et vous avez 2 outils d'intelligence émotionnelle. Donc comprendre plus ses émotions, donc il va beaucoup plus loin que celui-là où il y a juste les 6 émotions de base. Donc comprendre plus ses émotions, on va avoir beaucoup d'émotions. Et surtout, comment est-ce qu'on peut les traiter, comment on peut travailler dessus. Parce que je trouve qu'on est très pauvre, surtout en France, au niveau du langage des émotions. On n'a pas du tout appris à reconnaître ses émotions, à parler d'émotions, et encore moins à les traiter. Comment est-ce qu'on peut faire quand on a une émotion pour pouvoir s'en débarrasser si elle est désagréable, hein, bien sûr. Et gérer plus les conflits, c'est encore un outil de communication, mais d'un niveau beaucoup plus haut que celui-là, avec des tas de choses assez intéressantes, avec le triangle de Karpman, l'analyse transactionnelle, et puis enfin ça va très loin, pour tout vous dire. Alors je vais vous montrer un petit peu une page de compter plus. Donc compter, le but c'est d'apprendre le concept de nombre, parce que si les enfants n'ont pas le concept de nombre, les adultes ne peuvent pas comprendre les opérations. C'est impossible. Donc, on travaille sur toutes les opérations, mais d'une certaine manière. Donc on va développer aussi, bien sûr, les fonctions cognitives. Je vais vous montrer une page, la page 27. Donc c'est déjà une page très très loin dans l'outil. Et là, il s'agit de comprendre le nombre 8. Il s'agit de faire des groupes de 8. Okay. Donc le principe de l'outil, c'est apprendre à faire des groupes. Plutôt que de pointer, vous savez, pour compter, on va apprendre à comprendre le nombre en forme de groupe. Et donc, du coup, ça va éclaircir qu'est-ce que c'est que l'addition, c'est mettre 2 groupes ensemble. La soustraction d'un groupe, on enlève un autre groupe. La multiplication, c'est plusieurs groupes ensemble. La division, on partage en groupe. Et tout est compris sous forme de groupe. Et du coup, il y a des résultats vraiment super. Organiser, donc ça, vous l'avez vu. Donc ça, c'est le but de tout ce que fait organiser pour développer les fonctions cognitives, précision, exactitude, la flexibilité au niveau du raisonnement, se dire, voilà, cette stratégie a marché là, mais là, elle ne marche plus, je vais faire autrement. La comparaison, on va travailler le transport visuel. Là, je vais vous donner une autre page. Ça, c'est la page 9, donc au niveau des enfants. Donc, vous
voyez que c'est déjà quand même beaucoup plus facile que ce que vous avez fait tout à l'heure. Hein? Là, il y a des couleurs. C'est vraiment facile en plus, comme il y a des couleurs. Ouais, sauf là, il y a quand même des pièges, hein, attention. Il y a des pièges quand même. Donc, mais c'est la page 9. Et alors, l'outil comparé pour les enfants, je vais vous montrer une image. Donc, c'est la page 23 quand même, hein, il y a 22 pages avant. Mais vous voyez que c'est sous forme d'images. Et pour comprendre l'humour, on va être un peu forcé, entre guillemets, de comparer. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On va beaucoup décrire les différentes choses. Et c'est la comparaison qui va nous permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi c'est marrant. Je peux vous assurer qu'il y a des enfants qui rigolent seulement au bout d'une demi-heure. D'accord? Parce qu'en fait, ils ne comparent pas spontanément. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. Donc, de manière très amusante, en fait. Hein. Alors, les émotions. Donc, on va travailler les 6 émotions de base, ici. Donc, avec la joie, la tristesse, le dégoût, la surprise, la peur, la surprise, la colère. Et là, j'ai ajouté celle-là c'est la douleur. C'est-à-dire, c'est pas une émotion, mais c'est un ressenti quand même. Et les enfants l'ont tous expérimenté. Donc pour eux, c'est souvent plus facile de comprendre. Donc l'outil Organiser Plus, c'est la page que vous aviez faite. Vous connaissez? Oui. Donc une page de S'orienter Plus, où vous avez... donc juste pour vous montrer, c'est la page 5. Donc, vous voyez qu'il y a des petits personnages qui sont en différentes positions. On les met au centre de la pièce. Et suivant les positions, où est le fauteuil, par exemple, pour A. Ok? Donc, vous voyez que c'est pas quelque chose qui est évident. Il s'agit de transporter les personnages. Ici, qui a la porte devant lui? D'accord? Vous voyez, donc, un niveau quand même assez élevé. Vous avez vu l'outil comparé pour les plus jeunes. Là, c'est l'outil comparé plus pour les plus âgés, ou ceux qui ont moins de difficultés, la page 9. Avec un seul mot, il s'agit d'écrire la ressemblance, et avec un seul mot, d'écrire la différence. Et là, vous voyez que vous avez besoin des concepts. Donc, c'est peut-être moins amusant qu'avec les petits personnages, mais on va travailler beaucoup sur les concepts, pour travailler vraiment ce processus de comparaison qui est essentiel dans l'apprentissage. L'outil Analyser et Synthétiser Plus, où vous avez un modèle, vous avez une partie ici à droite, il s'agit de trouver quelle est la partie à gauche pour la compléter, pour arriver à faire le modèle. Donc ça, c'est un outil qui fait travailler l'analyse, c'est-à-dire décomposer les choses, et la synthèse, c'est-à-dire regrouper les choses. Donc à un niveau, là c'est la page 9, mais on va très très loin dans l'analyse et dans la synthèse. Je vous montre des pages difficiles. Catégoriser plus. Vous avez ça c'est un niveau très haut. Hein. C'est déjà la page 17. Vous avez plein de formes et il s'agit de les catégoriser. On voit juste des petites cases comme ça. Donc vous voyez qu'il s'agit de beaucoup réfléchir comment avoir les différentes propriétés pour après ranger les choses. Mais ça fait travailler le cerveau. Et on prend au sens des stratégies. Proposer ça à des enfants de tirage par exemple. Non, ça c'est le niveau adulte. Hein. D'accord? Quand vous voyez les plus, je vous ai dit qu'il y a les niveaux upbringing normal, si vous voulez, et avec les plus, c'est pour ceux qui fonctionnent beaucoup mieux. D'accord? Non, ça. Là, je vous assure, je travaille avec mes stagiaires, il y en a qui se cassent bien la tête avec ça. Hein. En fait, pour ceux qui étaient là à 6 heures, je leur ai donné une page difficile. Pourquoi? Parce que c'est en donnant une page difficile que vous vous rendez compte de comment vous faites pour réfléchir. Si je vous donne quelque chose que je donne, moi, à des enfants, pour trouver comment les stratégies à utiliser, c'est extrêmement difficile. Vous êtes d'accord avec moi? Par contre, si vous-même vous devez réfléchir, par exemple là aussi avec celui-là, là-dessus je travaille avec les fractions par exemple avec les jeunes, avec le repérage, avec des quarts de tour, etc. À ce moment-là,
Là, c'est encore un autre outil avec Tracer Plus pour comprendre les consignes. Là, je vais montrer celui-là avec Interpréter Plus. Pendant que je vais discuter, ça me permet de... Ça, c'est que des images, Interpréter Plus. En fait, je vous ai dit qu'il y avait 3 formations. Il y avait formation upbringing initiale pour la vie de tous les jours, formation upbringing pour les petits et les personnes en grande difficulté, et upbringing plus pour donc, ça correspond, si vous voulez, à partir de la fin de l'école primaire et collège, et puis adulte qui fonctionne très bien. Okay. La formation la plus difficile, à mon avis, c'est la formation upbringing. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez des outils qui semblent tellement faciles que quand vous les avez, vous devez trouver les stratégies. Comment faire pour y arriver? Et c'est beaucoup plus difficile de savoir comment on fait pour arriver quand ça nous semble facile que quand ça nous semble difficile. Quand c'est difficile, je veux dire, avec ce que vous avez fait à 6 heures, trouver des stratégies, vous avez pu en trouver facilement. Parce que vous avez dû réfléchir. C'était pas automatique comme ça. Tandis que quand on travaille avec des jeunes enfants, leur faire prendre conscience de différentes stratégies, comment arriver au résultat, c'est extrêmement difficile. Ok? Pour moi, que la formation upbringing elle est plus difficile que l'autre, parce qu'il s'agit d'arriver à se mettre au niveau de l'enfant. Surtout qu'eux ne savent même pas comment ils ont fait, parce que quand on leur pose la question, ils ne peuvent pas le ils savoir. nous disent je réfléchis dans ma tête. Ils ne savent pas l'expliciter. Et c'est à nous de décoder beaucoup le langage non verbal, ce qu'ils sont en train de faire, pour pouvoir leur expliciter. Autant les adultes, c'est facile parce qu'ils peuvent nous dire comment ils ont fait pour y arriver. Autant des enfants, c'est à nous de leur dire comment ils ont fait pour y arriver. Après, peu à peu, ils vont montrer des fonctions cognitives qui sont utilisées. Mais c'est pas immédiat. C'est pas tout de suite. Donc là, vous voyez, j'aime beaucoup cette image-là. Qu'est-ce que vous voyez? Qui construit. Qui oublie de faire une porte. Il a oublié de faire une porte et après Il est coincé. Il est coincé. En fait, on peut exploiter, c'est des images, on peut les exploiter de plein de manières. Vous voyez que c'est un outil qui s'appelle Interpréter Plus, on va d'abord décrire, puis après on va interpréter toutes les choses. Évidemment, on peut parler de planification, de pas mal de choses, hein. Mais moi j'aime beaucoup l'utiliser pour se rendre compte des limites. Les limites qu'on peut se mettre. Parce que beaucoup de gens se mettent des limites. Se disent « Oh, je ne suis pas capable ». Et en fait, c'est eux qui se mettent des barrières autour. Donc, j'utilise beaucoup cette feuille quand je commence à travailler avec des jeunes ou avec des adultes pour qu'ils pensent à toutes les limites, toutes les barrières qu'ils se mettent. Pour pouvoir les enlever. Parce que même il y a des parents qui se disent « Oh, mais je suis incapable. Je suis incapable de travailler avec mon enfant. » Et puis bon, c'est quoi, c'est pas de leur faute, on leur dit qu'ils sont incapables aussi. Bon, on l'a dit, on l'a dit, il y a des professionnels qui m'ont dit, mais une maman, elle ne peut pas travailler avec son enfant, c'est impossible. Laissez les professionnels faire ça. Oui, mais moi je veux bien, si vous avez des professionnels compétents, oui, j'y vais tout de suite. Mais quand on n'a personne, on est bien obligé de faire avec. D'accord ? Donc voilà, quelles sont les limites qu'on peut se mettre? Voilà, donc l'outil, par rapport aux autres outils, ce ne sont que des images qu'on va interpréter. On va voir les fonctions cognitives déficientes du personnage, mais on va voir aussi comment est-ce qu'on peut s'appliquer ça à nous, trouver des principes, comme on a fait là-bas, pour pouvoir les appliquer dans notre vie de tous les jours. Pareil pour l'outil comprendre plus ses émotions. On va pas seulement voir ces émotions de base, on va voir aussi toutes les autres fonctions, plein d'autres fonctions, d'autres émotions, dont les émotions qui sont en rouge, les émotions à traiter. Et on va voir comment les traiter. Par exemple, avec donc toujours des petites images. La première là-bas qui représente l'ennui, la deuxième là le stress. Vous allez vous rendre compte. Et après, une méthode spécifique pour apprendre justement à enlever cette émotion. Comment on peut arriver à traiter cette émotion. Donc à chaque fois.
pour les conflits. Pour ceux qui connaissent un peu d'analyse transactionnelle, vous connaîtront le triangle de Karpman. Et avec beaucoup d'humour aussi, on va travailler avec des petites phrases et on va les examiner pour savoir lesquelles conviennent, lesquelles ne conviennent pas. Oui, parce que moi j'aime beaucoup m'amuser. Enfin, moi quand je travaille avec des enfants, avec des adolescents, avec des adultes, j'ai besoin de m'amuser. Je suis comme ça. J'ai fait des mathématiques. Pourquoi ? Parce que j'aimais m'amuser. Donc, je pense que c'est important de passer toujours par le plaisir pour apprendre. Ok, ça c'est quelque chose, une autre chose qu'on peut retenir. Ayez beaucoup de plaisir quand vous travaillez avec des enfants ou avec les autres personnes. Si vous avez du plaisir, eux, ils en auront aussi. Alors, j'écoute vos questions maintenant. Oui. Est-ce que vous travaillez avec des supports papier ou sur des tablettes? Non, je travaille aussi avec des tas d'autres outils. Moi, j'ai beaucoup d'outils Montessori, par exemple. Tout dépend des difficultés des enfants. Donc, je travaille avec plein d'autres outils, mais toujours avec la même théorie. Je varie énormément. Surtout quand on voit des principes comme ça de transcendance dans les applications, on utilise beaucoup de choses. Même de la musique. Parce que pour moi, c'est important de travailler toutes les intelligences. Sur les feuilles là que vous donnez, la plupart du temps, il n'y a pas de consigne écrite. Vous les donnez systématiquement à l'oral ou vous laissez le gamin devant la feuille se débrouiller? C'est un peu compris. En fait, je demande, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord? Justement, pour qu'il se pose la question à chaque fois. La bonne question. Elles sont toutes bonnes, vos questions, de toute façon. Vous savez pas tout, hein? Profitez-en tant que je suis là. Comment il réfléchit sur ce qu'on appelle la démarche réflexive? Oui, c'est ça. Mais avec des petits outils. Le fait d'avoir les fonctions cognitives donc en papier, avec les enfants plus jeunes, j'ai des petites cartes, ça aide vraiment à prendre conscience des petits items de réflexion. Comment j'ai fait pour y arriver. Et ça, c'est important. C'est la métacognition. Pour réfléchir comment j'ai fait pour pouvoir réfléchir. Et c'est vraiment utile. Oui. Quel moyen vous avez pour essayer d'attirer la focalisation du regard des jeunes, l'attention? Génial. Ça fait partie d'un des critères de médiation. C'est le deuxième, qui s'appelle le sens. C'est-à-dire que je cherche toujours une accroche qui soit motivante pour l'enfant pour attirer son regard. Déjà au départ. Et donc ça dépend de chaque enfant. Il y a des enfants qui aiment peut-être par exemple la musique, je vais les attirer par la musique, d'autres qui aiment, qui vont venir et me parlent d'un dessin animé qu'ils ont vu, je vais prendre ce support de dessin animé. Je me sers des choses qu'ils aiment pour donner du sens à l'activité que je vais faire. Et du coup, je vois, si jamais l'enfant il n'accroche pas, c'est que mon sens n'était pas bon. C'était pas suffisant pour ça. Donc, c'est aussi quelque chose qui fait la différence avec un enseignement traditionnel. Si l'enfant n'y arrive pas, si l'enfant décroche, je me remets toujours en question. Je me dis, c'est moi qui n'ai pas su faire. Et je regarde qu'est-ce que je peux faire de mieux la fois suivante. Alors après, ce qui est important aussi pour des enfants qui ont des difficultés de concentration, c'est de beaucoup varier. J'ai toujours moi-même ce qu'on appelle l'attentionnalité. Il y a quelque chose que je veux lui apprendre, mais je vais utiliser plein de supports différents. Et je varie beaucoup de manière à avoir toujours son attention. Une fois j'ai commencé à travailler avec un enfant qui avait, on m'avait appelé au secours parce que la méthode qu'il faisait, ça ne marchait plus. Il avait 10 ans, il avait un temps de concentration d'1 minute 30. Au bout d'un an et demi, il avait un temps de concentration d'1 heure. Donc, ça fait quand même une sacrée différence. Maintenant, il
pouvez aussi me demander combien de temps on a besoin par semaine. 8 heures par jour, 10 heures par jour? Non. Vous avez compris qu'on travaille sur les processus. L'enfant dont je vous ai parlé, là, que je suis cette année, je le vois en moyenne 2 fois par semaine. C'est 2 heures par semaine. Et avec ça, il a fait des progrès vraiment incroyables. C'est tellement puissant qu'on n'a pas besoin d'avoir 6 heures de travail par jour. Parce qu'en fait, on le fait de telle manière, il prend conscience de certaines choses, du coup, il va s'en servir à la maison et ça va faire boule de neige. Alors, l'idéal pour moi, ce serait 3 heures par semaine. Ou alors, si vous voulez vraiment des progrès rapides, tous les jours. Mais 1 heure, ça suffit. Parce qu'après, le reste, ça va suivre. Vous allez le faire naturellement. Parce que je pense à une petite que je suivais, et le seul moment d'attention qu'elle pouvait avoir, c'était quand je faisais rouler un petit rouleau avec le musical sur le sol. Et c'est le seul moment où je pouvais faire son enfant. Alors, est-ce que c'était le fait que ça roulait ou est-ce que ça faisait c'était la musique? Peut-être les deux, je sais pas, j'ai jamais... C'est là qu'il est important d'essayer, de prendre un autre rouleau qui fait pas de musique, et puis d'essayer un truc avec la musique pour voir lequel c'est. Et puis après, avec le rouleau, on peut faire plein de choses, hein. Parce qu'on peut mettre après des choses dans le rouleau, on peut faire cacher des choses avec le rouleau, avec la musique, on peut faire un ding, on fait apparaître quelque chose, un autre ding, on fait apparaître autre chose. En fait, il s'agit de voir exactement ce qui lui plaît. Ce qui est génial aussi, c'est que quand vous travaillez avec des enfants en difficulté, vous développez votre créativité aussi. Vous êtes obligé, quoi, parce que ce qui fonctionne avec un enfant va pas fonctionner avec un autre, donc on est obligé de s'adapter, et c'est superbe. Qu'est-ce que vous aimez, Patricia? Tout à l'heure que vous travaillez 2 ou 3 concepts par séance. Fonction cognitive. Cognitive par séance. Sur quoi vous basez pour choisir telle ou telle fonction que vous allez travailler? Est-ce que c'est une progression logique régulière? Est-ce que c'est en ayant observé, évalué des fonctions particulières? Sur quoi? Alors, il y a une évaluation qui est possible. Hein. Moi, je suis formée pour faire des évaluations. Mais là, je suis en train de fabriquer, plusieurs, hein, tout un groupe, on est en train de fabriquer des outils d'évaluation pour même sous forme informatique, pour que ce soit plus rapide, pour pouvoir savoir plus rapidement sur quelle fonction cognitive on peut travailler. Ça, c'est sur le projet là en ce moment. Je ne l'ai pas dit avant, parce que je ne peux pas tout vous dire tout ce que je fais. Mais c'est aussi beaucoup en observant. Si vous voyez qu'un enfant, il n'a pas son attention, il n'écoute pas, il ne regarde pas, c'est pas la peine de travailler sur les autres fonctions cognitives, vous allez commencer par ça. Donc il y a certaines fonctions cognitives qui sont un peu plus de base que les autres, sur lesquelles je commence à travailler, puis après c'est suivant l'observation, je me rends compte qu'il faut travailler sur telle ou telle fonction cognitive. Donc je vais plus insister sur les séances d'après là-dessus. Et est-ce que vous insistez aussi auprès des parents pour qu'ils puissent par eux-mêmes aider l'enfant? J'insiste, maintenant je ne prends plus d'enfants si les parents n'ont pas suivi une formation de base, au moins de base. Parce que je trouve que c'est important qu'on travaille ensemble. Je ne suis pas du genre à faire mon truc d'un côté et puis les parents font leur truc de l'autre, on doit travailler ensemble. Et donc je leur dis ce que l'enfant a appris pour qu'ils le mettent en pratique à la maison aussi, dans la vie de tous les jours. C'est peut-être pour ça aussi que c'est très puissant. Parce que du coup, on travaille ensemble et les enfants, ils sentent une sorte de cohésion. Par rapport aux autres intervenants, enseignants par exemple, est-ce que vous avez aussi un partenariat avec eux ou est-ce que ça dépend des ça peut ce que vous faites? Moi, je me rappelle, j'avais travaillé avec, c'était avec des jeunes. Il y en avait un enfant qui était dans un IM Pro. Il était dernier de sa classe, il est passé premier de sa classe. Les enseignants ont juste dit, ah oui, c'est bien. Mais moi, ce que je voulais, c'est qu'ils viennent me voir, qu'ils voient une séance, qu'ils s'intéressent, quoi. Pourquoi, comment il est passé des derniers à premier? Alors, ça dépend. Et puis, il y a d'autres enseignants qui ont envie de savoir. Là, j'ai formé des enseignants en Auvergne. C'est vrai que c'est des enseignants de l'école privée, hein, généralement. J'ai eu une enseignante du public qui avait eu son accord avec l'inspection académique.
Peut-être qu'elle connaissait bien l'inspecteur, je sais pas, elle avait réussi à faire la formation, je vais mettre ça sur Internet. Non, mais c'est... Ils ont lu. Mais c'est vrai que pour l'instant c'est réservé. Puis j'ai eu 2 autres enseignants aussi qui étaient dans le public, mais comme j'avais fait la formation pendant les vacances, mais ils étaient intéressés plus parce qu'ils avaient un enfant qui avait des grosses difficultés. Mais la question que vous posez, si j'ai bien compris, c'est est-ce que je fais un partenariat avec les enseignants? Moi, c'est mon rêve de faire un partenariat avec enseignants, orthophonistes, éducateurs et qu'on travaille tous ensemble. Parce que la question sous-jacente par rapport à tout ça, c'est vous travaillez avec une méthode, et après l'enfant se retrouve dans un débat avec une autre méthode. Est-ce qu'à un moment donné, ça ne peut pas faire une sorte de court-circuit où il est perdu ça facilite quand même Je pas. peux comprendre. Parce que j'ai travaillé dans une école, je ne sais pas si vous connaissez l'école Freinet. Donc j'ai travaillé dans une école Freinet bénévolement, et je travaillais avec des enfants 3 fois par semaine. Donc moi, mon truc c'était de leur apprendre le calcul, le nombre. Hein. Et effectivement, eux, ils avaient une autre méthode. Et la méthode, c'était d'apprendre par cœur, et puis de faire, par exemple, 3 plus 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ça c'était leur méthode pour apprendre les additions. Et c'est vrai que je me suis frottée avec la maîtresse. Parce que pour elle, c'était comme ça qu'on apprenait, et puis pas autrement. Alors c'était pas évident. Alors j'avais dit aux enfants, faites comme vous voulez, et puis c'est tout. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est que tout le monde puisse comprendre comment est-ce qu'on fait et qu'on travaille ensemble. Et puis aussi une chose importante, c'est que si moi je travaille par exemple sur le sentiment de compétence avec un enfant, si après, et ça m'est arrivé aussi, c'est pour ça que maintenant je ne prends plus d'enfants dont les parents n'ont pas une formation de base, si après les parents disent à l'enfant de toute façon tu n'y arriveras jamais, tout ce que je fais ça ne sert à rien. D'accord ? J'avais une fois un papa qui me dit mais je préfère qu'elle reste ma petite fille, je veux pas qu'elle grandisse devant elle. Bon, moi j'ai dit au papa que c'était plus la peine qu'il continue à marier sa fille, quoi. Hein. On a besoin de travailler ensemble pour qu'il y ait des progrès. Comment sont financées vos interventions auprès des enfants? Ça c'est une bonne question aussi. Je suis pas orthophoniste, donc c'est pas financé par la Sécu, donc c'est les parents qui payent. Alors il y a des dossiers d'aide à la parentalité qui sont faits par la CAF. Donc il y a des parents qui peuvent faire les formations et la formation est payée par la CAF. Vous avez des parents aussi qui cotisent à l'association Neuve de Cœur, je ne sais pas si vous connaissez, à Bordeaux. Et donc Neuve de Cœur participe aussi financièrement. Il y a l'association aussi Autisme de Orange qui finance aussi, qui aide les parents qui se forment. Voilà. Mais savoir que et puis des fois il y a des parents qui font des associations justement pour avoir des sous. C'est vrai que quand on voit le prix de journée d'un enfant quand il est dans un IME, on s'est dit, je travaille en Suède aussi dans une école, et là-bas c'est différent parce que les parents ont le choix. Soit ils prennent l'argent qui serait utilisé si l'enfant était placé, mais pour des intervenants, hein, je veux dire, ils ne donnent pas juste l'argent aux parents, hein, c'est sur facture, etc. Et puis soit l'enfant est placé, mais au moins ils ont le choix. Si j'ai envie de monter des actions politiques, il y a de quoi faire. Enfin bon, je veux dire, il y a des centres qui sont très bien, hein, qui font du travail fantastique avec des enfants. Et pour moi, c'est pas une question de centre, c'est une question de personne. Qui travaille dans ce centre? Je ne veux pas généraliser, c'est comme l'éducation nationale, vous avez des bons enseignants et vous avez des enseignants qui n'ont pas compris grand-chose. Donc, on ne peut pas généraliser. C'est des personnes qui travaillent avec l'enfant, comment elles sont. Et c'est vrai que plus on est autour, mieux c'est. Je me rappelle une fois d'une formation où il y avait la maman qui était venue se former, le directeur d'école et l'institut de l'enfant. Ah, je me suis dit, ça c'est super. C'était en Belgique, enfin c'était une personne belge, mais ça pour moi c'est l'idéal. Parce que là, après, l'enfant il fait un progrès incroyable. Ce qui est important, c'est de ne pas travailler en opposition. Surtout au niveau du sentiment de compétence.
Pour moi, c'est après, chacun fait les méthodes qu'il veut, c'est pas un souci. Mais au moins, pas travailler en opposition. Les enfants sont tellement fragiles, ils ont beaucoup plus besoin, surtout des enfants qui ont un handicap, ils ressentent les émotions beaucoup plus que ce que vous pouvez ressentir, ce sont des éponges. Donc si on leur dit quelque chose de négatif, pour eux, ils le prennent vraiment pour argent comptant. Donc après, pour s'en débarrasser, c'est très dur. Donc si vous avez un critère de choix parmi les professionnels qui vont s'occuper de l'enfant, c'est pas tellement la manière, je veux dire, les outils qu'ils utilisent, c'est surtout comment ils vont se comporter avec l'enfant. Est-ce qu'ils vont l'encourager ou est-ce qu'ils vont le descendre? Voilà, pour moi, ça c'est déjà la première chose de base. Après, les méthodes. Et si l'enfant il a du plaisir à aller chez un professionnel, c'est ça un autre critère aussi. Par contre, quand il y va et qu'il pleure, il manifeste d'une autre manière, alors là, faut bien se méfier. Une autre chose qui serait bien, c'est de pouvoir assister aux séances aussi. C'est vrai que quand on est parent, on est vraiment démunis par rapport à tous ces messages qui nous sont envoyés, qui sont très négatifs par rapport à nos enfants. Et on se sent vraiment isolé et on ne peut pas répondre en fait à ces gens qui se disent professionnels. Ouais. On ne peut pas se permettre parce que nous aussi on est condamnés et on a aussi l'étiquette. Tout à fait. Et puis si vous dites quelque chose, c'est parce que vous ne voulez pas ouvrir les yeux. Tout à fait. Vous êtes dans le déni. Voilà, on n'a pas accepté le handicap, on ne veut pas avancer. En fait, on a un mauvais élément et on apporte de la différence à notre enfant. Donc quoi qu'on fasse, de toute façon, le destin de cet enfant-là est foutu et De toute façon, il ne pourra jamais faire ça. il ne pourra jamais faire ça. Voilà. Et quand on croit ça, eh ben, ça va après être, le cercle, ça fait cercle vicieux. Voilà, puisque après, on se donne pas les moyens. Je vois personnellement à l'école, on a souvent tiré ma fille vers le bas. On n'a jamais essayé de comprendre ses comportements. On n'a jamais posé la question de savoir comment je m'en sortais par rapport à ça. On l'a toujours mis sur une voie de garage. Alors qu'on aurait pu faire. Alors qu'il y a des des moyens compétences énormes. Ouais. Et on se dit quel gâchis. Complètement. Mais je veux dire, il n'y a pas besoin d'enfants qui ont des handicaps pour avoir du gâchis. Malheureusement. L'éducation nationale fait ça très bien. Pardon ? L'éducation nationale fait ça très bien avec des enfants sans handicap. Oui. Je ne vais pas généraliser, mais Non, mais c'est vrai. c'est là. Tout à fait. Mais alors, l'enfant handicapé en milieu scolaire, c'est quelque chose. Mais tout dépend sur qui il tombe aussi. D'accord ? Parce que- Je crois qu'après, les questions politiques, évidemment. Voilà, c'est sûr. C'est sûr qu'au niveau politique, il y a des choses à faire, mais après, comme on peut rien faire, enfin, je sais pas si vous avez des compétences au niveau politique, allez-y. Mais sinon, déjà au niveau local, on va déjà faire ce qu'on peut, nous, dans notre milieu, et là, c'est déjà énorme. Je pense que si on change les choses à la base, si on arrive à montrer que oui, des enfants différents peuvent progresser, il va y avoir une mentalité qui va changer petit à petit, et après on pourra faire des choses plus haut au niveau politique. Mais sinon, à moins d'avoir une personne au niveau politique qui est un enfant handicapé atteint et qui fasse sa méthode, c'est plus difficile. Généralement, ils sont isolés et puis les autres ne comprennent pas. Moi, ce que je veux dire, on a déjà essayé de faire des actions avec l'association au niveau de l'Assemblée nationale. La seule chose qu'ils ont pu dire, mais il y a déjà des instituts qui existent qui s'occupent des enfants. Qu'est-ce que vous voulez faire en plus? Ça suffit. Ça suffit. Peut-être qu'ils n'avaient pas du tout compris du tout le sujet du problème. Pour eux, tous les instituts étaient compétents. Donc... Et moi, j'ai travaillé avec des éducateurs qui étaient super, qui se sont formés. Et la grosse difficulté qu'ils ont eue, c'était avec leurs collègues. Et leurs collègues disaient, mais on préfère que les enfants soient à la limite des légumes, parce que comme ça, on est bien tranquille. Et qu'est-ce que tu veux faire à développer leur intelligence? Après, on va être embêté, après il faudra les sortir, et puis après il faudra jouer avec eux, etc. Quelle horreur! Mais j'ai eu des éducateurs qui ont eu ce problème-là avec leurs collègues. Elles étaient vraiment, ils ont quitté l'établissement à cause de certains collègues qui voulaient la tranquillité. Mais à côté de ça, il y a des éducateurs super. Donc, ça vraiment
Pardon? Tu vas poser une question? Non? Non, je disais, c'est une volonté intrinsèque. Une volonté Pas intrinsèque. une motivation intrinsèque. Une motivation intrinsèque. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais l'idéal, ce serait vraiment tout un établissement se forme. Là, on pourrait faire des choses super. Mais Tout au long de votre explication, vous avez parlé des enfants, votre titre parlait des adultes. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'expérimenter votre méthode auprès d'adultes? oui, j'ai travaillé avec des personnes qui étaient en insertion professionnelle dans les entreprises d'insertion. Donc ça, c'était un beau challenge parce qu'en fait, j'avais que 25 heures pour les aider à s'en sortir. Et pour moi, ça a été une expérience vraiment superbe. Bon, il y en a certains qui étaient réfractaires tout de suite, bon, ceux-là, on ne peut rien faire. J'en avais 13 vraiment très différents parce qu'il y en avait qui étaient aussi bien, qui avaient fait un BTS, d'accord, qui avaient quand même un bon niveau, et d'autres qui ne savaient même pas lire et écrire. Donc vraiment un niveau hétérogène assez important. Et ce que j'ai trouvé super, bah, c'est les personnes qui se trouvaient complètement amorphes, de toute façon c'est fichu pour moi, qui ont repris goût à la vie, qui ont envoyé des entretiens, et puis certains qui m'ont écrit après qu'ils ont été embauchés, et puis ils étaient contents. Donc oui, je travaille aussi avec des adultes. Actuellement, j'ai un groupe, mais là c'est des adultes qui ont un handicap. Et la méthode reste la même? Ah, mais si vous voulez, les fondements de la médiation, oui, mais je ne travaille pas de la même manière avec les différentes personnes, de toute façon. Bien sûr, il y a des choses de base qui vont rester les mêmes. Mais les séances ne vont pas se ressembler, c'est certain. Quelqu'un qui regarderait les séances de l'extérieur ne verrait pas ce qui est pareil. Mais je vais quand même faire prendre conscience du fonctionnement, travailler sur l'erreur, le sentiment de compétence, donner du sens, les principes de transcendance, ça va y avoir aussi. Mais c'est pas la même méthode de travail, évidemment. Oui? Votre méthode, elle travaille les fonctions cognitives. Oui. Mais est-ce qu'elle apporte des connaissances que peut apporter l'école? Oui, je travaille. Où est-ce que ça se complète? Où est-ce que... Je travaille aussi avec les enfants. Dans certains outils, il y a des connaissances de base. Ou dans l'orientation spatiale, c'est des connaissances de base qu'on apprend à l'école, hein, intérieur, extérieur, etc. Le nombre, c'est aussi des connaissances, mais on le comprend vraiment de manière en profondeur. On ne va pas apprendre des choses par cœur. On va apprendre les formes, on va avoir les couleurs aussi. Donc ça, c'est des choses de connaissance, mais c'est la connaissance de base. Et après, quand on travaille, vous avez compris, donc on dégage des principes et on va les appliquer. Et en fait, moi, je les applique beaucoup. Par exemple, comment est-ce que je peux les appliquer en mathématiques? Comment est-ce que je peux les appliquer en français? Comment est-ce que je peux les appliquer en musique? Comment est-ce que je peux les appliquer dans une langue? Et là, on va travailler sur les connaissances. Mais avec le processus qu'on vient de voir. Donc, ça va être complémentaire. Ça va être complémentaire. À l'école, enfin, à l'école ou à l'institut. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est présenté d'une autre manière. Je ne commence pas, pour moi, je ne vais pas déverser des connaissances comme on pourrait vider une bouteille. Je leur apprends des processus et on va les appliquer après sur les connaissances. La méthode ne couvre pas un programme scolaire, par exemple. On va l'utiliser pour, mais je n'enseigne pas dans les formations les connaissances et le programme scolaire, si c'est ça votre question. On va l'utiliser dans les principes. Je sais pas, moi par exemple, on a vu, je cherche des éléments pertinents. Ok, ben on va voir dans un texte quels sont les mots qui sont pertinents, par exemple. Ok, et ça va permettre après de faire un résumé, par exemple. Ou je cherche des éléments pertinents, ben, dans un énoncé de problème, on va apprendre à surligner qu'est-ce qui est pertinent. Vous diriez que c'est une éducation ou une rééducation? Ça dépend à quel âge on commence. Si je commence avec des enfants tout jeunes, ben, ça va être une éducation. Si on commence avec des personnes qui ont déjà été en échec, ça va être une rééducation. Oui? Comment les enfants vous appellent? Christine. C'est la maîtresse? C'est Christine. Je m'appelle Christine. Et le rôle, c'est... Comment c'est présenté, justement? Je sais pas comment c'est une bonne question, je sais pas comment les parents me présentent, mais ils disent on va chez Christine. Voilà. Pour moi c'est clair. Et quelque chose que je trouve très dommage, c'est que, par exemple, dans le fonctionnement des IEMPRO aujourd'hui, à partir de 16 ans, l'enfant n'est plus
susceptibles d'aller en classe. Dans certains niveaux, oui. Il y a encore la possibilité d'apprentissage scolaire. Et du coup, pour certains qui commencent, pour lesquels la lecture commence à émerger, tout s'arrête. Oui, Et là, comme si à 16 ans on n'avait plus à apprendre. oui, alors que ça pourrait quand même encore fonctionner après, quoi. Einstein il disait même que pour les enfants qui ont un handicap, on devrait falsifier leur carte d'identité et leur enlever quelques années. Et en fait, il avait pas si tort que ça, quoi, parce que les enfants ont besoin, certains enfants ont besoin de plus de temps, et c'est dommage de les arrêter alors qu'ils sont en plein dans un apprentissage. Peut-être qu'à 16 ans, c'est fini. Votre méthode, elle peut être transférable pour des équipes éducatives, orthophonistes, psychologues, éduques, etc. C'est pas forcément que des artistes spécialisés qui peuvent s'en... J'ai plusieurs orthophonistes qui sont venus se former et des psychologues aussi. Et vous vous déplacez quand nécessaire dans des cinémas pour faire des formations Pour l'instant, non. Pour l'instant, c'était des éducateurs qui sont venus se former comme ça. Et je ne suis jamais allée dans un IME pour former tout ça. Pour moi, ce serait super. Parce que c'est là qu'on verrait vraiment les progrès si tout le monde travaille ensemble. C'est tous ensemble, voilà. C'est comme ça que je conçois. Et en même temps, qui n'exclut pas les parents. Que les parents puissent aussi avoir une petite formation pour que tout le monde travaille ensemble. Vous avez présenté tout à l'heure certains téléchargeables sur Android, c'est ça? Non, ce qui est téléchargeable sur Android, c'est l'outil pour apprendre à écrire. D'accord? Apprendre à écrire. Vous tapez apprendre à écrire en branding, vous en avez deux. Donc, le base, le graphisme, et puis après les lettres. Si j'ai un bon conseil à vous donner, prenez juste le graphisme, parce que bientôt on va faire une appli, on va l'upgrader si vous voulez, et il y aura beaucoup plus encore de choses dessus. Donc c'est mieux de prendre juste le graphisme. Et après, je vous ai parlé de l'outil Organiser Plus et Organiser. Vous avez juste une page de l'outil, parce que en fait, c'est pour pouvoir avoir tout l'outil, il faut avoir un mot de passe à rentrer dedans, parce qu'il s'agit d'avoir une formation. Je ne veux pas donner mes outils comme ça, sans formation, ça ne sert à rien. Il faut apprendre à s'en servir, sinon... Les outils en tant que tels, ils ne servent à rien si on ne sait pas s'en servir. Parce que ce n'est pas des outils scolaires, autre chose, ce n'est pas des outils magiques, c'est la manière de faire. Et je vous ai dit que cette manière de faire, je peux très bien l'utiliser avec les outils que j'ai créés, on peut très bien les utiliser avec du matériel scolaire. J'ai formé des enseignants, je leur ai donné aucun outil. On a travaillé avec les outils qu'ils avaient, les jeux qu'ils avaient. D'accord? Mais voir comment est-ce qu'on pouvait utiliser les jeux d'une autre manière. Ou du matériel Montessori, ou tout type de matériel, de la musique, n'importe quoi. Tout type de matériel, la vie de tous les jours, est utilisable. Mais c'est vrai que les outils ont été conçus de telle manière que ça va faire des effets plus rapides. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une façon de travailler au niveau des émotions que vous nous avez montré tout à l'heure, vous savez, les émotions de base. Oui. Pouvez-vous nous donner un exemple d'un cas peut-être où vous auriez travaillé là-dessus avec un enfant? Avec un enfant? Ou avec un adulte? Ah, c'est pas pareil. Non mais... C'est pas pareil. Avec un enfant, il y a d'abord, dans l'outil des émotions, il y a d'abord deux personnages qui ont cette émotion, qui sont pris en photo. La première chose qu'on fait, c'est qu'on va d'abord apprendre à décrire l'expression du visage pour reconnaître l'émotion sur le visage d'une personne. Ça, c'est particulièrement utile, surtout pour des enfants qui ont des problèmes de type autistique, qui ont du mal souvent à reconnaître les émotions chez les autres. Donc, apprendre à reconnaître l'émotion chez l'autre, on va travailler avec un miroir pour faire soi-même cette émotion, pour apprendre à la ressentir. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il va y avoir des petites images, où dans cette image, on va hiérarchiser ces images. Dans quelle image il y a le plus cette émotion? Tu auras le plus cette émotion. Et on va travailler là-dessus. Et on va les hiérarchiser de là où je ressens le plus et là où je ressens le moins. Donc ça, c'est les premières pages de l'outil. Vraiment de base, avec les deux parties, le physique et puis après le contexte.
reconnaître l'émotion des deux sens. Donc en fait, on repère le contexte et après on le met en contexte et on voit si un contexte est capable de repérer ce qu'il a reconnu comme très distinctif dans le premier repérage. Merci d'avoir reconnu. Elle a été longue. Vous commencez par leur faire repérer juste sur les images, donc il n'y a rien. Sur le visage. Sur le visage, il n'y a pas de contexte, et après vous leur donnez des images Avec qui sont elles en contexte. voilà. Et vous vérifiez, en fait, on vérifie s'ils sont capables, dans un contexte, de retrouver les éléments qu'ils ont dans la première, dans la première image. Sauf qu'en fait, les éléments, il y avait juste le visage, là c'est le contexte. Voilà. Est-ce que ce contexte-là, par exemple, il y a un contexte où on voit une image avec plein de jeux pour enfants. D'accord? Normalement, les enfants ils disent, c'est là que j'ai le plus de joie, si c'est sur la joie. Mais il y en a d'autres qui vont dire, non, moi j'aime pas ça parce que j'ai trop peur de ces jouets-là. Et donc j'ai pas du tout la joie. Ok? Et donc c'est très intéressant parce que justement on apprend à découvrir les choses et c'est des images, il n'y a pas la réponse. Il s'agit de savoir pourquoi, de justifier. Je comprends pas bien pourquoi vous ne partez pas du contexte. Pourquoi je ne pars pas du contexte? Oui. En fait, si, ce que je fais, ça c'est l'outil, comment il est présenté. Mais ce que je vais faire pour donner du sens, je vais donner quelque chose à l'enfant, ou je vais lui montrer une image ou une photo, où je sais qu'il a été très heureux. Par exemple, si c'est sur la joie. Ok? Et donc je pars de ce contexte-là pour qu'il se remémore et comment il se rend compte. Où je vais dire, s'il arrive bien à s'imaginer, tu te rends compte si jamais je te donnais, je sais pas moi, si mon enfant il me parle toujours d'un jeu qu'il aimerait avoir, si maintenant tu avais ce jeu, comment tu serais? Ok? Voilà, pour qu'il arrive à se mettre dedans. Mais l'outil est présenté d'abord avec l'expression de l'outil. Mais je vais partir, moi, de son contexte à lui, d'abord. Et ce que j'utilise aussi beaucoup, c'est l'appareil photo. Parce que bon, les images des autres enfants qui ont une émotion, c'est bien, mais quand c'est lui qui a cette émotion, c'est quand même beaucoup mieux. Donc après, il a son petit album avec toutes ces expressions d'émotion. Et ça, c'est très important aussi, surtout pour des enfants qui ne parlent pas, parce que ça leur permet de dire, oui, c'est ça que je ressens en ce moment. Et quand vous arrivez à exprimer votre émotion, ça enlève déjà une bonne partie. Oui. C'est la question que j'avais posée. Vous pouvez aussi travailler sur les notions du moment, dans l'instant présent. Oui. On a besoin qu'il sent. Essayer de lui faire mettre des mots, je passais des mots, pour lui apprendre à bien sûr. mettre des mots sur ce qu'il veut. Ça m'est arrivé. Une fois, j'avais prévu une séance, et l'enfant était venu, mais vraiment, il tirait une tête, c'était pas possible, son petit animal était mort. Évidemment, je ne vais pas faire ce que j'ai préparé, on a travaillé sur la tristesse. Bien sûr, on travaille sur l'expression du moment. Ou alors, si jamais il est en colère parce qu'il n'est pas arrivé à faire quelque chose, on va travailler sur la colère. Bien sûr. En fait, il s'agit de toujours s'arriver à s'adapter. On peut préparer comme on veut les séances, mais il y a toujours une part d'improvisation, évidemment. Parce que suivant comment l'enfant est, on va s'adapter pour coller à ses besoins et à ce qu'il est. Et pour l'emmener un peu plus haut. Pas juste pour le faire parler, pour l'emmener un peu plus haut. J'insiste. Vous êtes combien dans votre association? Comment elle fonctionne? Alors il y a deux choses. Il y a l'association J'avance que j'ai créée il y a 20 ans déjà. Donc là, c'est une association d'aide pour les parents. On va leur donner des méthodes, on va leur parler de différentes choses, mais des fois aussi c'est juste du soutien moral. Des fois il y a des parents qui me téléphonent, ils ont juste le blues, comme ça peut arriver à tous les parents. On fait aussi ce qu'on appelle des cafés du partage, où on fait se rencontrer des parents, etc. Donc là, dans l'association, c'est pas juste ce que j'enseigne dans ma méthode, je veux dire c'est quelque chose de général. Okay. Et puis après, il y a, donc votre question, c'est pour l'association ou pour le travail de branding? Le travail de branding, combien on est? Je vous ai dit, j'ai formé à peu près 200 personnes. Maintenant, des personnes qui travaillent activement à développer, c'est-à-dire quand je vous ai parlé des outils pour développer on appelle ça pour évaluer le potentiel d'apprentissage, pour
Là, on est... On est 5 personnes. C'est une bonne équipe. Généralement, on travaille par Skype, parce qu'on est un peu séparés dans différents coins. Pour la tablette, je travaille beaucoup en famille aussi, hein, parce que j'ai des enfants informaticiens, donc c'est pratique. Donc moi, c'est mon deuxième fils qui m'aide à faire le premier, il s'occupe de l'évaluation, donc des compétences transversales. Le deuxième s'occupe de la tablette. Voilà. Donc c'est pratique. C'est bien de faire des choses en famille. Le troisième, c'est plus l'organisation générale, le site généralement. Le quatrième, il me booste parce qu'il m'aide à me développer et à apprendre encore d'autres choses. Et ma fille, elle est encore en train de faire des études. Donc vous voulez passer dans toute la France pour faire une formation, ouais. Là où on vous appelle. Ouais. Pourquoi pas, hein. C'est vrai que si vous êtes assez nombreux, c'est beaucoup plus simple que je me déplace que si vous venez ici vous déplacer sur Paris ou à Belfort. C'est quoi le nom? J'estime que c'est bien quand on est 12. Ouais. C'est sympa. Maximum 20 personnes. C'est vrai que je ne suis pas à 35 dans l'éducation nationale. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que chacun puisse s'exprimer. Si on est trop nombreux, j'ai fait des fois des formations à 40, mais je faisais des formations à 40. Mais j'arrive pas à faire parler toutes les personnes. Là, il y a toujours les mêmes personnes qui s'expriment plus que d'autres. Et donc, moi, je préfère, maximum 20 personnes. C'est une formation de 3 semaines? Alors, pour l'instant, c'est une formation de 3 semaines. C'est vrai qu'on est en train de voir comment est-ce qu'on peut faire. Là, on est en train de faire la formation en ligne pour la vie de tous les jours, pour que les parents puissent se former depuis chez eux à leur rythme. Et c'est vrai que le but, ce serait qu'une partie se fasse aussi en ligne, pour que ça ne dure pas 3 semaines. Donc ça, ce sera mon but, mais ça ne va pas être pour cette année. Hein. Pas la formation à Braining, la formation à Braining Plus, peut-être une partie, mais pas la formation à Braining, parce que c'est vraiment beaucoup de travail. Pour l'instant, on a mis 5 minutes en ligne, on a travaillé 3 jours. Donc, moi, j'espère que ça va aller plus vite, mais voilà, juste être conscient que ça prend du temps. Alors maintenant, on peut choisir formation en ligne ou pas formation en ligne. De toute façon, on ne peut pas faire qu'une formation en ligne de cette ampleur-là, parce qu'il y a besoin de pratiquer. Et pratiquer à distance, pour moi, j'arrive pas à le voir. Alors, on peut faire certaines choses, mais c'est quand même mieux quand c'est du vivant. Alors, c'est vrai que c'est dur en temps. Pour arriver à se mobiliser, à faire les choses. J'en suis consciente, c'est pour ça que ça viendra en ligne, mais ce sera qu'une partie de toute façon. Excusez-moi, est-ce que vous croyez que c'est possible d'avoir des enfants, des parents et des éducateurs autour dans cette formation sur 3 semaines, et qu'il y ait tout le monde, qu'il y ait la structure, par exemple, l'IME continue d'exister, les enfants d'être... parce que c'est très difficile sur 3 semaines de dégager des équipes éducatives, de la prise en charge des enfants, de l'accompagnement des enfants, et est-ce que c'est possible d'avoir les enfants, les parents, et quelques professionnels qui sont volontaires dans cette formation tous ensemble? Alors, les enfants, alors là, c'est bien, que ce soit bien clair, c'est une formation pour les adultes, qui vont s'occuper des enfants. Mais il y a aussi, je finis juste, dans la formation, il y a des journées prévues où on travaille avec les enfants. On travaille en groupe avec les enfants. Alors maintenant, votre question, c'est comment arriver à dégager le temps pour que tout le monde puisse être là. Je sais, c'est pour cela que je vais faire une partie en ligne. Mais c'est pas encore... c'est pas 3 semaines consécutives, hein, de toute façon. Hein. En fait, c'est 3 fois 4 jours et demi. Hein. Mais pas consécutifs. Parce que... et même pour la prochaine formation, ça va être quelque chose qui est innovant, c'est 4 fois. Ce sera fait en 4 fois, 3 jours ou 4 jours. Pour avoir plus le temps de digérer. Parce que c'est assez... au niveau théorique, c'est quand même assez dense. On apprend des choses. Et à vous dire, un jour on était à l'école, mais ça fait peut-être un peu longtemps qu'on n'est plus resté assis. Et donc, quand on apprend des choses, ça fatigue aussi. Hein. Enfin, Marie-Isabelle l'a fait, elle est encore vivante. Hein.
chaque fois qu'elle revient, elle est vraiment bien boostée. Oui, oui. C'est vrai. C'est vrai que ce serait bien. Si on pouvait rassembler tout le monde, ce serait le reste. Alors aussi à savoir, quand les parents se forment, si, je veux dire, les parents ils payent qu'une seule formation, ils ne vont pas payer 2 formations. Parce que moi, ce que j'aime, c'est encourager justement que les deux se forment, que le papa et la maman se forment. Alors des fois, il y en a qui ne peuvent pas se libérer, mais bon, comme les formations sont filmées, après, il y a le conjoint qui regarde les vidéos. Donc c'est toujours mieux que rien. Je trouve ça vraiment important que s'il y a un seul parent qui est là, que l'autre puisse aussi participer. Est-ce que vous êtes confronté à des familles monoparentales? Oui, bien sûr. Et pour lesquelles les enfants vont chez le papa de temps en temps ou chez la maman, qui n'a pas suivi la formation? Ouais. Et souvent, ça dépend qui, hein. Il y a des familles monoparentales où ça se passe bien, et puis il y en a d'autres où les conjoints détruisent systématiquement ce que fait l'autre. Là, c'est plus difficile. Parce que c'est vrai que quand on s'investit pour un enfant, on a besoin d'avoir du soutien. Et pas qu'on nous dise ça sert à rien. Je peux vous avouer, même moi, au début, mon mari m'a laissé faire, hein, quand je travaillais avec mon fils, mais il n'y croyait pas. Hein. Et c'est après, quand il a vu les progrès, qu'il s'est dit, il y a des choses à creuser, on peut faire quelque chose. Je ne sais pas, est-ce que c'est les femmes? C'est vrai que dans les formations, il y a une majorité de femmes qui croient peut-être plus que les hommes, ou les hommes, est-ce qu'ils ont peut-être plus peur de l'échec? Elles ont été aussi peut-être plus pointées du doigt aussi, à un moment donné, par rapport au handicap ou à la différence de l'enfant. Les mamans aussi, elles n'ont pas été épargnées. Non, je parle des mamans plus. Oui, les mamans, oui. Elles sont plus présentes, je pense, aux formations. Peut-être. Mais c'est vrai que c'était certaines personnes qui disaient que c'est à cause des mamans que l'enfant avait de l'autisme. Tout à fait. Ce qui est terrible, c'est qu'il y en a encore, j'ai encore entendu qu'ils continuent. C'est terrible. Alors, moi, une fois, j'ai quand même dit une fois à un psychologue qui m'avait raconté que si mon enfant avait des problèmes, c'est parce que j'étais angoissée. Je lui avais quand même dit, mais si vous aviez un enfant qui avait de telles difficultés, ça ne vous ferait pas des soucis. Et puis si c'était vraiment mon angoisse qui était la source de difficulté de mon enfant, pourquoi ses autres frères n'ont-ils pas ce handicap? Enfin bon. Je ne sais pas pourquoi ils cherchent une cause. Hein, peut-être que ça peut les rassurer, ou ça permet peut-être de se disculper. Moi, je considère, voilà, un enfant, il a des problèmes, on fait avec, et on travaille pour l'aider à aller le mieux possible. Mais c'est tout. Je veux dire, si on peut enlever la cause, je sais pas, moi, j'ai mal au pied parce que j'ai une épine, si je peux l'enlever, ben, tant mieux. Mais si j'ai mal au pied parce qu'il y a une malformation et que je peux rien faire, eh ben, je vais faire avec et je vais trouver d'autres choses. D'accord? J'ai un ordinateur, il a des problèmes, il n'est pas assez puissant, ben, si je ne peux pas le changer, je vais mettre des programmes qui vont le booster. Et puis je vais l'utiliser un peu autrement. Ouais, ça c'est ma manière de voir les choses. Ça nécessite quand même un minimum d'investissement de la maman pour son enfant. Ouais. Quand même. Ouais. Il y a aussi comme j'ai dit tout à l'heure à une maman, j'ai pas de pilule magique. Ça serait trop bien, hein. Acheter la pilule et après tout va aller bien. Pour moi, ça n'existe pas. Il y a du travail à faire, il y a de l'investissement. Mais c'est pas un investissement démesuré. Vous avez d'investissement affectif. D'investissement affectif, ouais. Et en fait, souvent, ce qui est difficile pour les parents, c'est se détacher de cet affect. Se détacher de cet affect, comprenez bien, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer l'enfant. Mais des fois, la principale difficulté des parents, ce serait de trop vouloir aider l'enfant. Et de ne pas lui laisser, par exemple, le temps de répondre. Et donc, de bien comprendre pour les parents que c'est pas le résultat qui est important, c'est le processus. Donc, je suis pas là dans la démarche, l'enfant doit réussir à trouver le carré parmi les 4 points. C'est pas ça la démarche. La démarche, c'est comment on peut comprendre les choses, qu'est-ce qui se passe, etc. Pour se détacher de cet affect. Parce que sinon, il va y avoir du stress. Si vous travaillez avec du stress avec l'enfant, ça ne marche pas. Il va ressentir.
parfois les enfants sont quand même motivés pour justement chercher la bonne réponse et la trouver. Oui. Des fois, comment arriver, comme vous disiez tout à l'heure, pour les jeunes enfants, c'est nous qui allons leur expliquer le cheminement par rapport aux résultats. En fait, moi, ce que je fais Il y a des beaucoup. enfants, des fois, qui ne veulent pas entendre ce processus-là. Quand on leur demande, ils ont donné un résultat, si on leur demande comment ils ont fait pour y arriver, là, ils se braquent et ils ont l'impression d'être au point de difficulté, alors que donner la réponse, pour eux, ça suffisait, que c'était Tout à fait. Ce que je travaille beaucoup, c'est un des critères de médiation, c'est ce qu'on appelle le sentiment de compétence, et j'utilise beaucoup ça. Waouh, génial, parce que tu as pensé à vérifier. Ok? Donc, je vais pas dire génial parce que tu as trouvé la bonne réponse, mais c'est génial parce que tu as pensé à vérifier. Je vais leur dire pourquoi je les félicite. Et donc, c'est une manière de leur faire prendre conscience du processus, sans dire, ah bah, j'ai vu que tu as utilisé ça et ça, ce qui est absolument, peut être ennuyeux. Par contre, quand c'est dit sous le ton de la félicitation, oui, c'est les amis. D'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être s'arrêter là pour ce soir hyper difficile. Je voudrais la remercier. Merci aussi à vous tous, vous êtes déplacés jusqu'à une heure si tardive, le vendredi soir, une semaine de travail. Du courage. Merci. Merci à vous tous.